MCEC, à la prochaine. Retournez dans l'univers de Nanatsu no Taizai avec une nouvelle histoire centrée sur un personnage populaire porté par une animation appréciée et digne de ce récit. Ça doit être un mensonge ou bien apparemment non. Avec cette histoire qui va vous plaire, passant des 7 péchés capitaux aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Mais commençons depuis le début avec Percival, un garçon de 15 ans qui aime chasser des oiseaux comme celui-ci avec l'aide de son grand-père. Malgré son âge, ce dernier est un homme très puissant, et son petit-fils n'est pas en reste avec beaucoup d'agilité et de force. Cependant, cela n'a pas d'importance pour eux. Ils aiment juste cuisiner, chasser, passer du temps ensemble, faire des compétitions de sumo, profiter des choses simples pour être heureux. En plus de se préparer, car Percival est à un jour de fêter ses 16 ans, c'est à cette date que son grand-père et le père du héros ont quitté le nid pour découvrir le monde qui se trouve en bas de cette montagne si haute, mais pourtant minuscule, et où n'importe quel aventurier serait heureux, car il peut y trouver des magiciens, des chevaliers, des sorcières et beaucoup de mystères. Cela paraît peu important à l'enfant, qui souhaite juste passer ses après-midi et soirées avec son grand-père. Il le dit aussi parce qu'il aime ce temps avec son aîné. Mais la vérité, et il ne peut pas le cacher, c'est que l'idée de parcourir le monde le fait rêver. Tellement que cette nuit-là, à force de penser, il n'arrive pas à rester en place et finit par s'endormir dehors, devant la maison. Et là, il voit s'approcher un chevalier sur une barque fantôme. Cela l'impressionne, lui qui n'a vu que des nuages toute sa vie. Il se présente, attention à ce détail, comme le chevalier sacré Ironsid, qui est à la recherche d'un vieil ami nommé Bergiz, justement le grand-père. Alors il le laisse passer. Cependant, il ressent une aura étrange chez ce type. Et grâce à une intuition, au lieu de profiter de la barque, il sait qu'il doit rentrer chez lui. Et c'est là que le chevalier trouve son grand-père. En le voyant utiliser une arme sacrée pour couper de la viande, il le reconnaît comme son complice avec qui il gagne de l'argent. Il y a des années, il s'est échappé de son maître, et le vieil homme lui répond que c'est eux qui l'ont trahi, déclenchant un combat épique. Cependant, le chevalier est bien au-dessus de sa puissance avec ses attaques en X. Et c'est là que Perceval arrive pour voir son grand-père mourant. Et non seulement cela, mais le chevalier tue aussi le petit. Ce n'est pas pour une raison personnelle, mais parce que, selon la prophétie d'Ironsid, les 4 cavaliers de l'Apocalypse apparaîtront bientôt pour mettre fin à son roi. Et il doit éliminer les candidats potentiels sans nom. Il a pris en compte que le petit, malgré sa blessure, est fort et parvient à se lever pour dire au revoir à son grand-père, qui n'a pas eu la même chance. Alors il se sent coupable de ne pas avoir pu le protéger. Cependant, le vieil homme sait que dans sa vie, il trouvera la personne qu'il devra vraiment protéger. Il n'était qu'un vieil homme, très heureux que son petit-fils ne veuille pas l'abandonner si vite. Et maintenant, avec la situation, il est libre de découvrir le monde en lui disant ses derniers mots. Et en fait, Ironsid est réellement son père. Cependant, sans beaucoup plus de force, il fait simplement ses adieux à son cher petit-fils, laissant notre protagoniste, qui passe plusieurs jours en deuil. Il trouve même le cadeau que son grand-père lui avait préparé pour son anniversaire, et une lettre lui rappelant à quel point ils étaient heureux ensemble. Guéri, le protagoniste enterre son grand-père, puis part à l'aventure vers le village. Il met plus d'1 jour et demi à atteindre la terre chère de Bretagne. Ça vous parle? Et voici un peu d'histoire, car cette terre, comme les fans le savent, a été divisée par la grande guerre entre les démons et les anges, qui s'est terminée grâce à un groupe de bêtes appelés les 7 péchés capitaux. Et maintenant, nous nous retrouvons dans la même Bretagne, mais 16 ans plus tard. Et c'est ici que Perceval, un peu perdu, rencontre ce renard qui semble ne pas le comprendre, mais dont il s'attache malgré tout. Et il le suit jusqu'à tomber sur ses archers qui s'entraînent à leur tour et qui, sans s'en rendre compte, ont un spectateur très enthousiaste devant leur travail. Malgré tout, le plus rusé du groupe, Donnie, profite de sa naïveté et lui fait le coup de faire disparaître ses affaires pendant qu'il s'enfuit. Les 2 autres savent donc que leurs actes sont mauvais, surtout que ce garçon semblait si seul. Avant qu'ils ne reviennent, le protagoniste les rattrape et, naïvement, apprécie le tour de Donnie. Il gagne ainsi un peu d'affection du groupe. Il leur demande alors s'ils connaissent Ironsid, le chevalier sacré qui a tué son grand-père, en le disant sans aucune gêne. Bien que personne ne sache rien, il lui conseille d'aller demander au village voisin. Bien qu'il n'ait pas de talent de cirqueur, ils en profitent pour se rapprocher de lui et partager leurs problèmes, expliquant comment ils travaillent avec la magie. Parce que les 3 n'ont jamais pu aspirer au but de tout aventurier, devenir un chevalier sacré, car leur pouvoir n'a jamais été suffisant.
Mais bon, ils continuent leur chemin. Cependant, il semble que le village soit attaqué par un loup et c'est leur chance de gagner un peu d'argent, ou au moins un logement. Ce qui se passe, c'est que le petit loup s'avère être un monstre et le mieux c'est de fuir. Cependant, dans la cabane, il y a des victimes et le prota s'est promis de ne jamais abandonner personne s'il a le pouvoir de les protéger. Pourtant, en utilisant l'arc, il se met simplement en danger. Et c'est là que Donnie, dans son orgueil, fait ressortir un peu ce chevalier qu'il veut devenir, et finit assez blessé. Alors Percival, en voyant cela, libère son pouvoir et utilise seulement ses mains. Dans une scène impossible, il abat la bête d'une simple gifle, ce qui libère une sorte de sceau maudit que nous avions déjà vu avec l'Ave, que son grand-père avait affronté quelques jours auparavant. Mais l'important, c'est qu'il devient un véritable phénomène dans le village et désormais un héros pour tous. Mais la célébrité ne l'intéresse pas vraiment, il prend juste un bain avec Elba, avec qui tout est normal. Ils se voient nus, ils en profitent pour discuter un peu tout en se rapprochant, car elle pense que Percival est un enfant. Mais il s'avère qu'il a en fait les mêmes 16 ans que tout le monde. Et c'est ici que commence sa quête d'Ironside. Cependant, personne ne semble avoir d'informations, ou du moins presque personne, car ce guerrier en armure nommé Pelgar apparaît. Non seulement il connaît Ironside parce qu'il lui ressemble beaucoup, mais il connaît aussi le grand-père. À tel point qu'il commence à les manquer de respect, et le grand costaud s'interpose seulement pour se prendre un coup de cette bête inamovible. Alors, n'arrivant pas à se mettre d'accord avec Percival, il engage un combat où le chevalier semble avoir beaucoup de foi en la force du héros. Mais ce n'est pas grand-chose pour lui, et il le comprend. Magie. Il ne lui reste plus qu'à le faire se rendre pour l'emmener, car c'est son but. Tandis que les autres assistent impuissants à la raclée, les coups deviennent de plus en plus douloureux à force de résister. Cependant, lorsqu'un enfant du village décide de le motiver, tout change, car pour la première fois, il parvient à bouger l'armure la plus lourde du village. Avec une magie qu'il pensait ne pas avoir, il ne comprend donc pas ce qui arrive à son corps. Mais son pouvoir est immense, et le chevalier le sait, alors lui aussi utilise maintenant sa magie. C'était le plus juste pour le combat. Pourtant, les flammes de Pelgar deviennent trop puissantes et enveloppent le protagoniste, qui devrait abandonner vu ses blessures, mais il ne le fera pas. Il se passe quelque chose de curieux. De nombreuses marionnettes du protagoniste apparaissent, ce qui intrigue beaucoup. Parce que même si les créatures ne sont pas très puissantes, Percival utilise plusieurs types de magie, autant par son aura dorée, par ses petites créatures de transmutation, et aussi parce qu'il est en train de se soigner lui-même. En tant que chevalier expérimenté, il n'a vu qu'une personne sur 1 million avec ce talent. Donc maintenant, il doit absolument l'emmener avec lui. Cependant, Perceval veut continuer le combat, donnant ainsi au peuple l'illusion qu'il peut gagner. Et c'est Donnie qui réussit à gagner un peu de temps grâce à sa magie, car il sait que la force de ce chevalier noir est retenue. Alors, avant que la tragédie ne se produise, Donnie décide d'utiliser quelques-uns de ses tours, mais il est déjà trop tard pour fuir. Heureusement, le renard d'avant apparaît, et sans en faire trop, il se met sur le chemin des protagonistes. Et, en utilisant un orbe magique, il emmène ses humains, avant qu'ils ne soient tués, jusqu'aux os d'un dragon. Et c'est ici que, sorti de nulle part, la créature appelée Sin commence à parler et dit au protagoniste qu'il doit l'accompagner avant qu'on ne le trouve. Ces chevaliers noirs, cependant, nécessitent une explication de ce qui se passe, nous racontant qu'il existe une organisation de chevaliers noirs qui partagent certaines similitudes dans leurs armures robustes et qui servent le roi maléfique. Puisque la prophétie dit que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, nommés guerre, famine, peste et mort, mettront fin à sa vie. Tous géniaux. Avant qu'ils ne se réunissent pour détruire le monde, des gens comme le roi veulent les éliminer. L'organisation du renard tente d'empêcher les cavaliers de semer le chaos. C'est pourquoi il doit l'accompagner, et s'il accepte, il l'aidera à trouver l'endroit où se trouve son père. Mais d'abord, ils devront voyager à Léon, une ville qui lui est assez familière. Pendant ce temps, Camelot, un royaume caché où se rassemblent les chevaliers noirs et leurs chefs, leur donne plus d'indices sur les cavaliers. Ce sont par exemple des adolescents avec des pouvoirs, des styles de corps particuliers et des coiffures excentriques. Ce qui rappelle à Ironside, qui est présent, son fils, dont il n'a pas vraiment vérifié s'il lui avait bien ôté la vie. Quelque chose que Pelgar considère comme un gâchis, car il pourrait entraîner le petit comme un allié avec tout ce pouvoir. Cela crée une tension entre les deux, car le père doit éliminer Percival. Par fierté envers son roi,
ce qui lui fait même perdre tout sentiment pour ce fils qu'il a. Et en plus, parce qu'il a peur de son pouvoir, car c'est le cavalier qui a le plus de chances de détruire ce monde, mais qui pourrait aussi être un enfant qui s'amuse à poursuivre tout ce qu'il voit. Bon, voyons voir, il se perd même dans une forêt où les fées remarquent qu'il est entré. Pendant ce temps, Donnie et Shin, cherchant de la nourriture, croisent la géante qui, en priant, parle avec l'humain. En effet, dans la forêt où elle vit, il y a récemment des créatures inquiétantes, précisément celles que Percival chasse pour le dîner. Le problème, c'est qu'il entend des cris dans une petite maison, et en enquêtant, il tombe sur cet otage qu'il parvient à libérer et qui s'échappe sans problème. Cependant, il y avait quelqu'un derrière, et celui-ci en profite pour endormir le protagoniste et remplacer le sujet d'expérience qu'il lui a pris. Avec un visage assez macabre, puisque le type connu sous le nom de Nascience était le responsable de tout le chaos dans la forêt et de ces créatures mutées. Et c'est quelque chose que craignent aussi bien les fées que la géante, car ce type est connu sous le nom d'herboriste. Il est fou, car ses expériences sur des créatures vivantes sont les plus macabres. Pendant ce temps, ses compagnons Donnie et Shin le cherchent, craignant tout ce qu'il pourrait lui faire. Ce type appelé Nascience, avec ses potions et la mauvaise réputation qu'il a auprès de toutes les créatures. Même si, il faut le dire, la géante ne semble pas vraiment d'accord avec ça. Pendant ce temps, le protagoniste à moitié nu est prêt pour les expériences, pour lesquelles Nascience lui a enlevé ses vêtements, parce que ses habits contiennent une charge magique cachée. Attention avec ça, il reçoit des doses, des potions, que son corps assimile instantanément, tout comme leurs effets. Ce qui excite l'herboriste, qui a maintenant le sujet d'expérimentation parfait. Cependant, quelque chose cloche. Il est plus calme qu'il n'y paraît, très empathique, et on peut lui parler en disant qu'on le prend en otage, car c'est lui qui l'a attaqué. Tout d'abord chez lui, tout comme l'a fait la fée qui était là avant, et son regard de vieux pervers, il l'a depuis qu'il est enfant. Cela s'explique, car tout ce qui l'excite, il le montre en se mordant et en laissant entendre que ces potions ne servent pas uniquement à des fins personnelles. Pendant que Donnie et les autres essaient de survivre à toutes les bêtes monstrueuses de la forêt, maudissant l'herboriste, qui une fois le malentendu résolu avec le protagoniste, choisit de le laisser partir. Si son corps parvient à supporter la potion ultime qu'il est en train de préparer, laquelle pourrait aussi facilement le tuer. C'est pourquoi le protagoniste, qui aurait pu se libérer plus tôt, s'éloigne et prend ses affaires pour qu'en Nascien, désespéré, l'attaque et qu'il esquive facilement tout. Cependant, en entendant le type désespéré, il se rend compte que cette potion est justement préparée pour sauver la vallée. Quelque chose contredit ce que nous savions. Il choisit donc de lui faire confiance. Et il boit lui-même le poison qui le fait se tordre un peu, mais il se relève rapidement. Avec plus de force et l'énergie nécessaire pour parcourir toute la Bretagne en un instant, faisant de l'expérience un succès grâce à l'intuition du protagoniste. Et pour cela, il est très reconnaissant envers Hassien, qui, pour une raison quelconque, décide de boire le reste de la potion, ce qui l'endort directement pendant un moment. Pendant ce temps, Donnie apparaît de nulle part pour vérifier que le protagoniste va bien. Et il est accompagné de l'ennemi de toutes les fées de la vallée. Cependant, alors qu'il est inconscient, il mentionne Ordo. Et selon les petites créatures, Ordo a été, il y a longtemps, le premier humain à toucher cette forêt. Et c'était une personne très gentille, qui a consacré son temps à étudier toutes sortes d'ingrédients et à préparer des remèdes justement pour les créatures du lieu, devenant ainsi une sorte de chef. Et avec le temps, il a rencontré la nonne Enacian, qui, ayant été abandonnée depuis l'enfance, il a pris soin d'eux comme de ses propres enfants. En grandissant, il leur a tout appris sur les plantes, les ingrédients et la préparation des meilleures potions. Du moins jusqu'au jour où il a disparu, ce qui a poussé Nascian à s'enfermer dans sa cabane comme un fou. Donc il y a pas mal de mystères. Mais ici, l'herboriste commence déjà à reprendre conscience et il voit que l'état de la vallée empire, alors il doit utiliser sa préparation. Même si les fées du coin ne le laissent pas faire. Perceval est donc le seul à le soutenir, lui donnant la confiance pour mener l'expérience qu'il tient. Alors, lorsque le brouillard toxique commence à se répandre, éliminant toutes les créatures, Nascien utilise sa capacité venimeuse, qui consiste à assimiler n'importe quel liquide qu'il ingère et à le répliquer avec son pouvoir. Il la répand instantanément dans toute la forêt, ce qui commence rapidement à avoir un effet positif sur toute la vallée, y compris sur les créatures transformées. C'est la raison pour laquelle tout le monde l'a accusé. Mais il ressent aussi de la culpabilité pour cela. Et c'est que son père lui a appris que, pour comprendre les poisons et trouver le remède aux maladies, il doit travailler avec elle-même. Même s'il devrait se sentir comme la pire personne jusqu'à présent, grâce à son travail, il a pu renverser la situation.
Donc les choses se calment pour le moment. Pendant que Percival se fait une mule bien grossière et qu'il ne reste plus que les faits, il s'excuse pour toutes les rumeurs qu'ils ont créées sur l'herboriste et celui-ci leur dit que le véritable héros, c'est le protagoniste. Dans son innocence, il savait le risque qu'il prenait pour accomplir cette tâche. Cependant, le renard et ses sens se rendent compte que le poison est encore répandu sur la terre et la source. C'est une fissure dans la montagne, assez suspecte, d'où émerge une créature désagréable et déformée, dans le pur style des Titans. Il s'avère que c'est le maître Ordo qui semble très agressif et heureusement, sa sœur l'arrête au dernier moment. En effet, le corps de cette bête produit la toxine qui a contaminé la vallée. Cependant, le garçon ne peut pas le comprendre en se rappelant l'amour de sa mère pour les créatures et pour cette forêt. Ainsi, dans son entêtement, il s'en approche, essayant de le raisonner avec des mots, s'exposant ainsi à un danger. Là où le protagoniste est sa sœur. Pour le protéger, la jeune fille finit par utiliser son corps comme bouclier, se retrouvant dans un état très grave, et c'est là que le protagoniste intervient, celui qui l'a sauvé et qui s'avère être l'auteur de tout ce chaos, et qui a été chargé de transformer Ordo, avec la justification que le vieil homme est un pêcheur né, et que détruire toute cette zone est la façon de se racheter. Alors à ce moment-là, Percival change de personnalité et rempli de rage, il jure à Naziens qu'ils récupéreront son grand-père et qu'il ne se laissera pas tromper par cette fée. Encore une fois, l'histoire continue avec Percival qui est motivé à sauver le père de Naziens. Cependant, dans l'état où il se trouve actuellement, il ne sait pas quoi faire. Mais Naziens a toujours des idées, car le plus rapide serait d'éliminer celui qui contrôle Ordo. Et ce n'est qu'une simple fée. Cela ne devrait pas poser de problème si ce n'était pas parce que derrière ce visage attendrissant se cache Talisker, un autre des chevaliers qui travaillant pour le roi de Camelot. Et par conséquent, Perceval sait qu'il est un ami de son père. Cependant, le type est sûr de sa force et voyant le désespoir de l'herboriste, lui propose que s'ils arrivent à lui porter ne serait-ce qu'un coup. La raison pour laquelle son père adoptif est dans cet état si déformé, voire pire encore. Et s'il parvient à le vaincre, il aura la possibilité de rendre à Ordo son état humain, et même s'il sait que ce ne sont que des provocations de plus. Naziens n'écoute pas et décide d'attaquer sans réfléchir avec son autre capacité qui lui permet de générer du poison sur différents objets qu'il peut même disperser. Alors Percival souhaite aussi l'aider, mais Naziens ne le laisse pas faire. Serait-il une proie facile pour Talisker ? Comme le protagoniste ne peut pas invoquer sa magie, il passe pour un idiot pendant que l'herboriste attaque. Cependant, l'ennemi contrôle la météo à sa guise et fait tomber de la grêle à laquelle son rival ne s'attendait pas. Et c'est Percival qui, grâce à sa vitesse, finit par le sauver. Cependant, ils ont oublié Ordo qui apparaît par derrière et frappe son petit-fils. Percival utilisant alors son propre corps pour arrêter les coups et lui faire retrouver conscience. Avec des mots, il parvient par moments à le faire douter un peu, voire à lui faire verser une larme. Alors Talisker commence à s'impatienter à cause du retard, et lance à nouveau une attaque de grêle qu'ils ne peuvent pas éviter. Encore une fois, le protagoniste choisit d'arrêter la glace avec son corps, subissant de nombreux coups mais atteignant son objectif. Pendant ce temps, les autres le trouvent très blessé, ce qui montre la motivation de Percival. Alors Talisker s'ennuie et décide d'en finir une bonne fois pour toutes. Une lumière illumine tout, créant autour du protagoniste une aura puissante, semblable à celle des créatures vues récemment. Mais cette fois, elles sont plus difformes et manifestent clairement une puissance accrue, ce que même ses compagnons ne comprennent pas. Donc à ce stade, une simple attaque de Talisker ne fonctionne plus. Il doit essayer autre chose, car maintenant ces créatures amorphes le dominent complètement. Les conditions qu'il avait lui-même fixées au début du combat. Cependant, peu à peu, il se rend compte de la résistance du protagoniste et se sent assez diminué, même lorsqu'il finit par le soumettre d'une seule main, totalement entouré de pouvoirs magiques. Il doit avouer la vérité à l'herboriste, sachant que tout le monde connaissait son amour pour la forêt. Et c'est que pour Talisker, mais en général, pour tous les chevaliers qui servent Arthur. Les humains qui consacrent leurs efforts à aider d'autres races que les humains eux-mêmes commettent un péché. Et ils ont fait plusieurs avertissements à Ordo, dont aucun n'a retenu son attention, même s'il les a entendus. Et il a fini par recevoir ce châtiment. Comme une bête consumée par des pulsions obsessionnelles, il a été forcé d'attaquer la vallée qu'il avait lui-même protégée pendant si longtemps, avec la conviction claire du chevalier que ce qu'il fait est juste, et pas seulement pour lui, mais aussi pour son roi. Quelque chose qu'un enfant ne comprendrait clairement pas. Alors maintenant, le type décide d'invoquer son pouvoir de foudre, convaincu que cette fois,
il mettra fin au combat. Cependant, Perceval attrape les éclairs avec sa main et les retourne contre son ennemi, qui ne comprend pas qui est cet enfant. Jusqu'à ce qu'il réalise que la description des cavaliers de l'Apocalypse correspondait parfaitement à celui aux cheveux d'oiseau. Alors maintenant, il décide d'utiliser son pouvoir sérieusement, car c'est l'occasion d'éliminer la seule menace pour les plans de son roi. Donc sans s'en rendre compte, il agit ainsi. Et comme il comprend que la magie du protagoniste semble s'adapter à ce qu'il pense, il lui fait recréer l'arme parfaite, et c'est ainsi que Perceval agit. En se rappelant de ses anciens exploits avec son grand-père, il recrée cette grande épée qui neutralise facilement l'attaque de Talisker. Comprenant que s'il y a 4 de ces monstres, ce sera très difficile pour ses compagnons, car dans son cas, il est déjà presque mort. Bien que le protagoniste ne maîtrise toujours pas vraiment le fonctionnement de sa magie, on voit la religieuse se réveiller et surprendre tout le monde avec sa nouvelle couleur de peau et la raison pour laquelle elle est en vie. Cependant, il ne sait pas que les géants de naissance ont la capacité de rendre leur peau complètement métallique. Et c'est ce que la jeune fille a utilisé pour sauver sa vie au bon moment. Cependant, Ordo est toujours dans un état lamentable, ce qui fait que Naciens ne sait plus quoi faire. Et il n'a qu'une seule idée, retrouver son père, et tous les objectifs qu'il désirait tant. Cependant, se laisser aller à la tristesse, pleurer et tout ça, ce n'est pas pour le héros et pour Sin. Il trouve cet objet à l'apparence assez étrange, que Talisker a laissé avant de mourir et qu'il décide de détruire, libérant ainsi la malédiction qui retenait l'herboriste. Et cela devient le bonheur pour tout le monde. Surtout pour l'antipathique Naciens, qui pour la première fois montre son bonheur sans se soucier de rien, donnant une leçon importante au protagoniste, qui plus tard n'hésite pas à le défendre avec ses amis. Pendant ce temps, Sin nous explique que le bâton étrange de Talisker s'avère être l'une des reliques du chaos dont tous les chevaliers possèdent une. Et cela représente la plus grande malédiction de leur pouvoir. C'est pourquoi ici, Perceval disait que maintenant il ne suffira plus de botter les fesses de l'assassin de son grand-père, mais qu'il s'occupera aussi d'aider toute personne souffrant à cause de ses chevaliers et de leur bâton du chaos. Et bien sûr aussi de leur chef, Arthur. Mais pour l'instant, ils doivent commencer par voyager à Lyon, qui sera le premier village à visiter. Cependant, avant qu'ils ne puissent aller manger quelque chose, sans qu'on sache trop comment, il avait déjà tout préparé avec l'une des créatures qui était maudite dans la forêt. L'herboriste finit aussi par apparaître de façon étrange pour faire une déclaration au protagoniste, ce qui reste assez anticlimatique. Mais ce n'est pas le cas. Avec un air sombre, il leur annonce qu'il les accompagnera dans l'aventure, laissant son grand-père et sa sœur, puisqu'ils ont décidé que la vallée devienne de plus en plus productive et un endroit meilleur. Pendant ce temps, il peut poursuivre son aventure pour devenir un herboriste aussi bon, voire meilleur, que son père. Cependant, cette idée ne plaît pas beaucoup à Donnie, qui ne le trouve pas très utile pour l'équipe, en plus de sa personnalité qui peut être compliquée. Cependant, il finit par être accepté dans l'équipe grâce à l'utilité de ses poisons dans certains cas qu'il pourrait rencontrer. Pendant ce temps, nous voyons que les fées de la vallée, bien que très tristes du départ de leur vieil ami, savent que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. C'est la première fois qu'à Hassien, il rencontre une personne qu'il peut vraiment appeler un ami, et cela se voit dans son expression de bonheur. Cependant, l'histoire continue, et dans un village éloigné, Ironside est réuni avec le duc du lieu, qui essaie de le convaincre de l'importance de retrouver l'une des pièces du cercueil de l'obscurité éternelle caché dans ce village, et que cela servira aux chevaliers sacrés pour éviter une catastrophe qui approche dans le village. Cependant, c'est là qu'intervient Anne, la fille du duc, qui possède la capacité cachée de savoir quand quelqu'un ment. Et même si son père est le premier à le faire pour défendre sa ville, Ironside est totalement corrompu par le mensonge. Alors, lorsque celui-ci essaie directement de lui proposer d'être l'épouse de son fils, le dégoût se lit sur son visage, si bien que son père met fin à la situation. Pendant ce temps, nous retrouvons les protagonistes qui survivent dans la Grande Vallée, et Perceval essaie de contrôler son pouvoir, qui est aussi instable et imprévisible que lui. Il trouve dans son sac le vieux couteau de cuisine de son grand-père. Il est clair pour tous que c'est une épée magique. Qui peut dire quelle puissance elle a, puisqu'elle était un chevalier sacré? Ils doivent désormais se concentrer sur leur voyage vers Lyon pour trouver l'entrée de Camelot, des lieux aujourd'hui disparus pour les gens ordinaires. Cependant, si Shin le dit, le protagoniste lui fait totalement confiance. Cependant, comme ils n'ont pas les merveilleux orbes de téléportation, qui d'ailleurs ont été créés par un personnage qu'ils connaissent et que nous connaissons sous le nom de Merlin. Actuellement, ils doivent trouver le sorcier le plus proche capable de les fabriquer. En arrivant dans ce village où les créatures du protagoniste, disons, décident de déterrer cette étrange stèle qu'ils ne comprennent pas au début, jusqu'à ce qu'Anne apparaisse pour les accuser de voleurs et d'alliés d'Ironside.
Donc comme personne ne comprend ce qui se passe, la situation devient tendue. Cependant, alors que tout le monde semble être un menteur, la jeune fille remarque que Perceval non seulement lui remet la pièce, mais qu'il est totalement exempt de mensonges, ce qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ainsi, lorsqu'une des servantes apparaît pour essayer de ramener la jeune fille chez elle, celle-ci décide, en dernier recours, de confier l'objet à Perceval. Cependant, au final, aucun d'eux ne sait vraiment quoi faire avec elle, et c'est Shin qui leur explique que des pièces de ce type font partie d'un sceau très puissant. Mais le protagoniste ne pense qu'à vaincre son père sans tenir compte du chaos qu'il pourrait provoquer. De plus, son pouvoir n'est toujours pas à la hauteur d'Ironseed. Donc pour l'instant, ils attendent simplement une réunion le soir, où le chevalier sacré expose l'importance de retrouver la pièce manquante du cercueil. Pendant ce temps, les protagonistes se contentent d'observer, car selon le rouge, activer le cercueil est la seule chose qui peut sauver les villageois du désastre qui approche. Cependant, Shin sait que tout cela est un mensonge. En voyant la pierre, il y a 16 ans pour sceller les démons lors de la Grande Guerre, ce qui a coûté 16 âmes. Si Ironside cherche à l'activer, il doit faire le même processus, probablement avec les âmes de ces pauvres villageois. Alors Anne, qui sait aussi qu'il ment, l'humilie devant tout le monde et finit par révéler son pouvoir. Ironside la considère alors comme un danger potentiel pour son roi. Alors avec toute cette agitation, le mieux pour les protagonistes est d'en profiter pour s'échapper. Cependant, malgré la colère qu'il ressent envers son père, Perceval ne peut pas abandonner la jeune fille. C'est pourquoi il se montre à son père, qui le méprise comme toujours, et emmène Anne dans un endroit sûr où ils peuvent s'organiser et mettre la pièce en sécurité. Mais il est trop tard lorsque la servante se révèle être la familière d'Ironseed. Et elle parvient à s'échapper, complétant ainsi le sceau qui déclenche maintenant un véritable chaos. Ils ne peuvent pas fuir, car tout le village risque d'être massacré sans le familier du duc. Et ils commencent librement le rituel au cours duquel de multiples ombres sont libérées, avides de sacrifices. Ils se rendent en ville, désormais envahis de créatures amorphes, où Shin semble vouloir intervenir. C'est quelque chose en quoi Perceval a une confiance aveugle, et par conséquent, les autres aussi, surtout parce qu'ils doivent s'occuper du chevalier. Même distrait par le rituel, personne n'échappe à son aura bestiale, semant la terreur chez tous, sauf chez Perceval. Privée de la magie qui lui avait été si utile auparavant, elle est humiliée par la puissance de son père, qui n'a pas de rival même en n'utilisant qu'une seule main. Ainsi Donnie, à l'idée de mourir de cette façon, préfère s'enfuir, ce que Perceval ne considère même pas. Et il continue d'attaquer, cette fois en unissant ses forces avec le reste de ses compagnons, comme Anne, qui a une grande habileté à l'épée, ce qui n'est pourtant pas suffisant. Mais personne ne pensait qu'Anasiens avait mis du venin sur l'épée de la jeune fille. Et cela parvient à atteindre l'ennemi, ce qui réduit considérablement sa mobilité et ne fait que le rendre encore plus furieux. Et maintenant, ses attaques uniques se transforment en une pluie de croix acérées. Pendant ce temps, Donnie, face à la situation critique du village, se rend compte qu'il ne peut tout simplement pas fuir. Avec autant de gens souffrant à cause des démons, agissant contre leur volonté. Pendant ce temps, au château, l'équipe survit grâce aux soins de Perceval qui, à ce moment précis, commence à être torturé par son père. Ce dernier lui explique que la raison pour laquelle il a tué le grand-père est simple, parce que son roi pensait qu'il était l'un des cavaliers, il devait obéir, en plus du fait que le grand-père lui avait volé un objet très important dans le passé. Cependant, il sait qu'à ce moment-là, il s'est trompé de cible et il continue de l'attaquer brutalement. Il est conscient que son fils est le véritable cavalier qu'il recherchait et qu'il doit maintenant le tuer pour que les plans de son roi fonctionnent. Alors il le transperce avec une épée, tandis que personne ne peut rien faire pour le sauver, à peine Innocence récupère-t-il le corps. Et même avec Linda qui lui fait boire, la potion améliorée n'a aucun effet. Laissant une situation lourde avec un enfant tué par son père quelques jours après qu'il ait tué son grand-père louche. Donnie, après avoir aidé au village, retourne au château pour soutenir ses compagnons. Là, pour une raison quelconque, l'une des créatures de soins du protagoniste apparaît, même si son maître est mort. Ironside ne s'y attendait pas et décide de l'achever avant que cela ne devienne dangereux. Ce n'est pas si simple grâce à Innocence et Anne, qui refuse de laisser mourir la seule personne réelle qu'elle ait rencontrée. Dans les environs, Anne, avec sa nouvelle coupe, défend la situation du mieux qu'elle peut.
Même si Ironside attaque encore, il paraît moins efficace face au déploiement du protagoniste. Voyant l'évolution rapide de son pouvoir, il sait qu'il est trop dangereux de le laisser vivre et doit l'éliminer immédiatement. Cependant, le pouvoir de Percival dépend de la motivation de son grand-père et de ses compagnons, et il appelle cette capacité espoir. Pendant ce temps, les démons commencent à attaquer les villageois. Malgré la diversion de Denis, cependant, un guerrier apparaît soudainement de nulle part. Utilisant des couteaux avec une grande dextérité, il élimine sans difficulté chaque démon qu'il rencontre, l'un après l'autre, sans même fournir d'efforts. Pendant ce temps, le familier d'Ironside ne peut rien faire d'autre que regarder tout le plan de son maître s'effondrer jusqu'à ce que vienne son tour. Les protagonistes en concluent donc que cela est dû aux alliés que Shin a obtenus. Et c'est ici que la situation change, car le chevalier sacré commence à accepter l'échec de son plan. Et comme cela représente un déshonneur pour son roi, qui va probablement finir par le tuer, ainsi voyant tout le mal qu'il a fait à son père et à son fils. Comme dernier souhait, il veut voir le visage de Perceval de près, une dernière fois, ce qui parvient à émouvoir le protagoniste, car cela reste son père. Mais Anne lui fait clairement comprendre qu'Ironside est entouré des pires mensonges. Cela met en colère l'ennemi qui ne supporte plus cette fille étrange, et encore moins son fils, qu'il ne fait qu'insulter avant d'essayer de l'attaquer. Cependant, maintenant, Perceval peut esquiver plus facilement en utilisant son pouvoir et sa cape. Pourtant, il ne peut pas fuir éternellement. Profitant de l'effet persistant du poison de Nascience, il tente une première attaque, sans grand succès. Avec l'effet de surprise, la compétence de Donnie et un piège classique, cela finit avec Alejandro. Il laisse le cercueil, sépare les parties et garde la plus importante. Ils parviennent également à dévoiler le visage de l'ennemi, qui se retrouve complètement dépassé malgré sa force brute. Il reconnaît que Perceval a très bien réussi, cependant il sait aussi qu'il ne fait que retarder un peu la chute imminente de Lyons, qui finira par s'installer à sa place. Mais avant qu'il ne puisse continuer à se battre, il est interrompu par un autre chevalier, nommé Morlange, qui lui dit pour l'instant qu'il y a des priorités. Et dans ce cas, il y a un guerrier inconnu dans la ville, qui d'après ses attributs, pourrait être associé aux 7 péchés capitaux. Quelque chose qui ne leur convient pas du tout, et lançant un regard haineux à son fils, ils doivent partir. Nous restons avec la fin du combat et la victoire d'une équipe épuisée. Cela dit, tant le père d'Anne que les villageois remercient pour tous les efforts fournis, surtout pour cet allié que Shin a réussi à obtenir, lequel, de façon suspecte, après être revenu, a inventé une excuse sur la façon dont il a réussi à l'appeler. En tout cas, la tranquillité s'empare des lieux, tandis que Percival ne pourrait pas être plus heureux. Cependant, comme toujours, il garde sa douleur pour plus tard et jusqu'au lendemain matin. Il se souvient à quel point son père ressemble à son grand-père, même dans ses expressions, même dans sa façon de parler. Cela le rend tout simplement très triste, car on parle d'un enfant qui doit ressentir la haine de son père. Mais bon, maintenant nous allons à Camelot, où pour la première fois nous voyons Arthur Pendragon, le chef suprême de ses chevaliers, qui réprimande Ironside pour son échec. Surtout parce que, même s'ils sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ils restent des enfants, ce que le vieil homme accepte sans problème, tout comme sa punition. C'est pourquoi le chef utilise sa force obscure, et à travers une technique assez macabre, il semble fouiller en lui avec une douleur atroce. Pendant ce temps, Arthur lui raconte qu'il a créé la terre de Camelot pour que les humains n'aient pas à souffrir à cause des guerres des autres races. Cependant, tant que les 7 péchés ou les 4 cavaliers de l'Apocalypse existeront, il ne pourra jamais mener son plan à bien. De retour à la réalité, Arthur a guéri le poison qu'Ironside avait encore dans son corps et décide de lui donner une nouvelle chance de réaliser ses plans. Cependant, pour le moment, il ne doit pas chercher Perceval ni le guerrier inconnu, mais simplement trouver la fille qui sera sa future épouse. Et cela a quelque chose à voir avec le fait qu'il puisse prendre de l'avance sur ses ennemis. Pendant ce temps, après que les protagonistes aient reçu les remerciements du duc, celui-ci leur raconte quelque chose de plus sur Ironside. Il a été le compagnon de son épouse en tant que chevalier sacré, et elle n'a jamais cessé de vanter ses mérites. Il avait un incroyable sens de la justice et de la gentillesse dont il ne reste presque rien aujourd'hui. Mais ils sont interrompus, car Anne arrive avec un nouveau style, pas seulement de coiffure, pour suivre sa mère comme chevalier sacré. Et comme son père sait qu'il ne peut pas l'arrêter, il la confie à Percival, qui est la personne idéale dans cette situation, formant ainsi une grande équipe à laquelle elle est plus que bienvenue. Pendant ce temps, le plus difficile reste l'adieu avec son père, qui a tout de même une grande confiance en elle. Ses valises prêtes et en route vers Lyon, vers un Percival. Il ne peut pas se sentir tranquille face au destin qui l'attend, celui de détruire le monde entier. Mais Shin le rassure, lui disant qu'il doit juste obtenir du pouvoir et s'opposer à ce futur.
Et s'il a besoin de soutien, pour cela, il a ce formidable groupe d'amis qui l'accompagneront dans la décision qu'il prendra. En plus, ce garçon est un as, ça, on ne peut pas le nier. Mais dès le début du voyage vers Lyon, on se rend compte que le cheval pourri Kanka, et qui est un cadeau de son père, est le plus bon marché et le plus lent qui existe. Cependant, c'est la seule compagnie que la fille a eue depuis son enfance, ayant une personnalité compliquée pour se faire des amis, même si maintenant elle en a, et de très bons. Cependant, le petit cheval est très compliqué et ne peut même pas faire 1 kilomètre sans tomber dans le coma. Et ils doivent arriver à Lyon, un endroit qui rappelle à Ankh, car c'est la maison de ses idoles, les 7 péchés capitaux. Et c'est là qu'il compte réaliser son rêve de rencontrer le séduisant Méliodas, dont il a même une des affiches de recherche. Il va être surpris quand il verra le nain. Mais bon, elle propose qu'il choisisse un chef, et comme aucun des autres ne remplit les conditions, à peine un peu. Donnie, qui est aussi un bon chef, elle se présente comme la meilleure option. Cependant, même si elle a le titre, Shin est toujours le plus stratégique et trace rapidement un chemin vers Lyonesse. Ils évitent une forêt où ils risqueraient de mourir. Mais en prolongeant un peu le récit du voyage, ils arrivent d'abord dans un village appelé Kant, où ils se rendent un instant dans une de ces tavernes et font la connaissance de Hauser. Il semble n'être qu'un simple ivrogne, mais il s'avère qu'il est en réalité le chef actuel des chevaliers sacrés de Lyon. Et en plus, c'est l'oncle de Donnie, qui, il y a longtemps, entraînait lui et son frère Edrin pour qu'ils deviennent de grands chevaliers. Mais si aujourd'hui... La rue doit-elle avoir une raison ? Après avoir avancé avec le petit cheval dormeur, ils arrivent en ville et sont surpris. Il y a beaucoup de commerce, mais hormis le bar, les auberges et la zone de combat, les produits ont quelque chose d'étrange. Et on le voit tout de suite lorsque la Grande Anne décide de dépenser tout l'argent qu'ils ont dans des produits dont ils n'ont pas besoin, mais qui coûtent tous le même prix, même s'il s'agit de choses différentes. Malgré cela, ils n'y prêtent pas beaucoup d'attention et décident de récupérer un peu d'argent. Pendant que Donnie et Nascience décident de prendre l'argent, il finit cependant par y avoir des retrouvailles entre Donnie et son oncle qui lui reprochent d'avoir abandonné l'entraînement de chevalier sacré. Maintenant, il ne fait que boire dans les villages, ce que Donnie ne peut nier. Pendant que nous voyons des personnes mystérieuses errer dans la ville et que Percival gagne tous les combats dans l'arène du coin, remportant tous les paris et récupérant une partie de l'argent qu'ils avaient perdu. Nascience trouve étrange que le chevalier sacro soit dans une zone si éloignée des lions. Cependant ici, il commence à exagérer un peu avec son neveu, car il sait qu'il a ce don. C'est un danger s'il tombe entre de mauvaises mains. Et il ne lui ferait pas confiance, lui rappelant qu'il n'a jamais rien accompli dans sa vie. Et sa mère, qui est morte, serait tout aussi déçue, allant même jusqu'à le frapper lorsqu'il est ivre. Alors toute l'équipe se réunit à la taverne, tandis que Donnie ne peut que fuir, assez bouleversé par ce qui s'est passé. Et comme Hauser prend l'argent à ceux qu'il considère comme de simples gamins, ces derniers commencent aussi à s'énerver et décident de régler la situation avec un bon combat, mais en voyant qui peut tenir le plus longtemps l'alcool. Dans une séquence où Nascience semble très confiant de ses capacités, tout en expliquant aux autres qu'il a déjà découvert ce qui se passe dans cet endroit. En effet, tout le commerce de Cannes est basé sur des objets marqués ou fabriqués sur commande et la vente de ceux-ci à des prix similaires. Ce qui n'indique qu'une seule chose, vu le style de ses habitants. Tout le monde ici est un voleur. Et même si Hauser est arrivé à la même conclusion, il est déjà trop tard car ils sont encerclés. Et maintenant, ils se retrouvent face à leur chef qui s'avère être l'autre apprenti du chevalier sacré. Edrin. Ils sont encerclés par une foule d'ennemis qui avouent avoir pris le contrôle de la ville, désarmant tous les aventuriers qui s'approchaient, y compris maintenant le grand Hauser. Mais cela leur fait comprendre qu'il faudra plus que lui retirer ses armes pour le vaincre. Il dit cela avec une présence imposante, qui semble plus puissante que tous les autres, si ce n'était pas pour l'alcool qu'il a dans le sang, suffisant pour l'endormir. Cependant, même si la plupart sont inconscients, il reste encore Science et sa magie, qui parvient à endormir la majorité des voleurs. Mais Edrin semble avoir un atout dans sa manche, avec cette sorte d'illusion de Percival qui finit par être frappé. Et tous sont emmenés dans un cachot. Pendant ce temps, Donnie, à l'extérieur de l'endroit, continue de réfléchir aux paroles de son oncle, sachant qu'il a tout à fait raison. Et c'est ici qu'il retrouve Edrin, qui le considère toujours comme son ami. Cependant, il semble que tous les deux aient beaucoup changé, lui parlant d'une manière plus égoïste et sans cet esprit d'entraide qu'il avait auparavant. Malgré tout, il apprécie Donnie et lui propose de rejoindre un nouveau travail lucratif qu'il a trouvé, ce que Donnie ne sait pas trop comment prendre. Et encore moins lorsqu'il lui raconte qu'il s'agit de voler,
Les gens qui arrivent au village sont simplement contents de l'avoir salué et décident de chercher Percival. Cependant, Edrin lui dit qu'il les a tous enfermés et cela met le guerrier très en colère. Cependant, Pot ne peut rien faire en voyant l'arme secrète de son vieil ami, tandis que Gozer leur dit que ce lâche ne fera rien. Mais il s'avère que le barman que nous connaissons bien s'appelle Taizu, le grand Taizu qui est aimable avec tout le monde, et il décide de les libérer en disant au chevalier Sacro qu'ils doivent s'occuper de l'arme de son apprenti, un grand dragon légendaire qu'il a apprivoisé d'une manière étrange. C'est donc une nouvelle mission pour Percival et Anne, qui apprennent à interagir avec le chevalier Sacro. Taizu leur explique qu'Edrin n'est pas un méchant classique. Il vole mais laisse toujours partir ses victimes en prétendant être le plus fort. C'est quelque chose que le barman a remarqué dès le premier jour où il a mis les pieds dans la taverne. Et en se laissant mal influencer, il a gagné du pouvoir et des gens derrière lui, pas de très bonne origine, qui ont décidé de le soutenir après avoir volé l'œuf du dragon ancestral avec lequel il l'a maintenant apprivoisé. Cependant, après tout ce temps, le bébé dragon devrait déjà être sorti de sa coquille et la mère commence à le défier. Comme il ne s'agit pas de l'œuf original mais seulement d'une copie, c'est la capacité d'Edrin de répliquer et lorsque la mère s'en rendra compte, elle commencera à tout détruire. Cependant, Ozer ne veut pas le sauver parce que, selon lui, il le mérite. Mais Taizu a été témoin qu'il n'est pas une mauvaise personne, qu'il protège les femmes et les enfants, allant même jusqu'à laisser en vie les chevaliers qu'il capture. C'est la raison pour laquelle il a été trahi en ce moment même par ses subordonnés. Ceux-ci laissent tomber l'œuf et finissent par libérer la fureur du dragon qui commence à tout détruire. Pendant ce temps, ils découvrent qu'Edrin s'occupait du vrai bébé dragon, mais ne l'ont pas rendu à sa mère car il est malade. Et c'est ainsi que Nassians décide de le soigner, tandis que les autres partent sauver Donnie. Il ne comprend pas pourquoi ils le soutiennent, puisqu'il fuit toujours, et c'est Percival qu'il défend en disant qu'il n'est pas la personne dont il se souvient. Car justement, il essaie de sauver son vieil ami pour qu'il ne tombe pas. Il explique qu'il veut désormais devenir chevalier sacré, ayant trouvé quelqu'un qui vaut le risque de sa vie. Cependant, ils sont attaqués par le dragon et c'est le protagoniste qui le sauve avec sa magie, allant même jusqu'à renvoyer une énorme attaque de feu contre le dragon, ce qui ne lui fait absolument rien. Mais ici, on découvre un peu du passé de Ozer, et comment il avait foi en Donnie pour devenir un grand guerrier. Même s'il était peureux et avec la motivation qu'il donnait toujours à Edrin, il pensait qu'il y arriverait. Cependant, nous revenons au présent, où le chaos règne, où tout est détruit. Le bébé dragon n'est pas remis, et Ozer ne sait toujours pas quoi faire. Alors Shin, qui l'observait depuis un moment, lui avoue que tout n'est pas la faute de ses disciples, mais aussi du fait qu'il voulait qu'ils deviennent des chevaliers aussi forts que lui. Peu importe que chaque personne soit différente, comme Donnie qui est un lâche. Lors de la dernière bataille, il n'a pas obtenu la relique par hasard, mais c'était une mission suicide où il a été le protagoniste. Tout comme Perceval, qui met maintenant sa vie en jeu en révélant son identité de chevalier, ce qui est une mission confiée par le roi inconnu de Léonesse. Donc pour l'instant, ils sont en train d'être anéantis, alors il lui demande de retirer maintenant l'alcool de son système. Pendant ce temps, à l'extérieur, tout le monde utilise de la magie qui est inutile contre le dragon légendaire. S'échapper avec des ruses, en plus le petit cheval décide de tomber en panne au milieu de la fuite. Et maintenant, ils sont acculés. Cependant, voilà que des tourbillons apparaissent qui ne peuvent venir que de Hauser. Et même si tout le monde pense que c'est un ivrogne faible, il ne faut pas oublier que c'est le chevalier sacré qui a survécu à la guerre d'il y a 16 ans et l'a remportée. Ainsi, avec une grande habileté et des mouvements qui portent son nom, il finit par maîtriser la bête avec ce gigantesque cyclone, celui qui s'étonne de tout. Et maintenant, il veut devenir chevalier sacré comme lui. Pendant ce temps, Nassians parvient à faire apparaître le Baby Dragon et à le réunir avec sa mère, ce qui la rendait inquiète. Mais pour des raisons de sécurité, il s'occupe de protéger la ville, et c'est là qu'Edrin veut repartir à nouveau. Cependant, son maître lui rappelle tout le mal qu'il a fait, tout en lui donnant un grand coup de poing. Tout cela pour lui faire comprendre que la moitié de la faute lui revient pour lui avoir mis autant de pression. Quand Donnie a décidé de s'enfuir, cela n'a fait que le frustrer, alors il comprend qu'il est un mauvais maître. Et tous les deux doivent recommencer à zéro. Il s'excuse aussi auprès de Donnie, qui ne comprenait pas qu'il avait appris à aimer sa vie ainsi. Il vivait lâchement depuis que sa mère lui avait dit de vivre pour eux deux. Ce changement est-il survenu après avoir rencontré Percival et les autres ? Il règle tout pour que, avec son frère, ils puissent continuer leur objectif de devenir des chevaliers sacrés. Et pour cela, il lui rend la relique. Mais pas sans l'avertir qu'aussi longtemps qu'il possédera cet objet, tous les disciples d'Arthur seront à sa recherche. Ce pourquoi il n'est pas prêt. Et il s'enfuit à nouveau,
Cependant, Perceval décide que lui, il portera cet objet. Ainsi, avec un peu d'aide supplémentaire, Hauser finit par lui remettre l'arme qui l'accompagnera dorénavant. Shin réalise alors qu'il n'a pas encore informé son roi d'avoir trouvé le cavalier recherché et s'éloigne du groupe. Que nous avons vu il y a quelques épisodes et qui s'appelle Lancelot. Il envoie alors une flèche en direction de Lyons. Là-bas, après un suspense incroyable et un mystérieux sat, nous découvrons que c'est pour le roi Méliodas, qui est celui qui a été derrière tout ce plan pour sauver Percival. Nous laissons avec une scène incroyable, pleine de nostalgie. Cependant, après l'apparition du capitaine Méliodas, nos protagonistes poursuivent leur aventure. Mais il est évident qu'ils ont besoin de se reposer, surtout avec le chemin jusqu'à Lyon, même si Percival semble seulement préoccupé de trouver un nom pour sa nouvelle et incroyable épée. Jusqu'à ce que tout le monde tombe dans un sommeil profond, du moins jusqu'à ce que Shin soit perturbé par ce qui semble être une apparition, en l'occurrence, une mystérieuse fiancée qui lui sourit. Pendant ce temps, le renard n'arrive pas à distinguer de qui il s'agit, ce qui le laisse pensif. Mais le lendemain, en cherchant à gravir la montagne pour voir la grande terre de Lyonesse, il réalise qu'ils ne sont même pas à mi-chemin, avec encore 4 jours de voyage intense. Alors au moins, ils profitent un peu de la descente, Shin étant le seul à percevoir qu'ils sont surveillés. En effet, pendant que Percival arrosait les plantes. Il tombe sur une sorte de village où tous les habitants sont des créatures assez sinistres, qui ne s'expriment qu'avec ce sourire figé. Malgré cela, les deux plus idiots décident qu'il est bon d'aller saluer les inconnus pendant que le vieil homme d'avant réapparaît, pour les avertir qu'ils ne doivent pas entrer dans une zone aussi dangereuse, car la véritable identité de ces habitants est cachée par le sceau qui entoure le village. C'est quelque chose qu'il aurait pu dire un peu plus tôt, parce que le duo intellectuel est déjà à l'intérieur, tout comme Shin, qui, comme toujours, doit s'occuper de les protéger. Et c'est ici que Percival et Donnie tombent sur un tas de personnes sans âme. Du moins jusqu'à ce que ce vieil homme apparaisse, probablement le chef des lieux, qui décide de les accueillir comme ses invités. Préparés par ces villageois. Pendant ce temps, le chasseur, connu sous le nom d'Art, leur raconte davantage sur cet endroit qui est apparu soudainement il y a 10 ans et dans lequel, depuis, seuls des aventuriers ont disparu, convainquant l'équipe du danger que courent leurs amis qui décident de prendre le risque et d'entrer quoi qu'il arrive. Alors que les protagonistes semblent profiter d'un bon repas et de boissons, accompagnés des regards tordus des villageois, ils restent curieusement très silencieux. Ce que le vieil homme explique par la grande différence de leur dialecte avec celui connu de tous. Et c'est ici que Shin intervient, essayant d'interroger le géant pour savoir s'il poursuit Percival ou sa relique. Parce qu'il l'observait de façon assez louche, le sale type. Cependant, le vieil homme, qui ne tarde pas à reconnaître qui était vraiment le renard, lui demande de parler en privé, ce que Shin accepte sans problème, tandis que Percival s'en fiche et veut juste continuer à manger. Cependant, comme on le voit tout de suite, il semble que cette nourriture ne vienne pas d'une source très agréable, et qui sait si cette viande n'est pas un peu trop familière. Pendant ce temps, le vieil homme semble avoir endormi Shin. Il ne nous reste donc plus que le reste de l'équipe, qui, avec le chasseur, cherchent à détruire le sceau du village en attaquant le noyau, que l'on peut voir de l'extérieur, et qui sert à dissimuler la véritable forme des créatures. Cependant, avec le chef dans les parages, ce sera beaucoup trop dangereux, ce qui n'inquiète pas Nassien et Anne. Mais cela, s'ils choisissent de faire confiance au chasseur, qui finit par leur révéler que sa motivation pour les aider, eux et tous ceux qui s'approchent de ce danger, est qu'il a perdu son bébé il y a longtemps, dans un village qui a également été attaqué par des monstres. Cela rappelle à la jeune fille sa relation avec son père. De plus, en utilisant sa capacité, elle découvre que l'homme ne ment pas, alors il décide d'agir. La raison ? Le chasseur ne peut pas entrer dans le seau et les laisse continuer seuls pendant qu'il sert d'appât. Mais ici, Anne décide qu'il est temps de reprocher à Perceval son attitude désinvolte, qu'elle veut elle-même aider à changer. Surtout parce que le rêve du petit est de devenir un chevalier sacré. Cependant, la première personne qu'il rencontre est Donnie, qui se tord de douleur, apparemment à cause de ce qu'il a pris. Alors Nassien décide de s'occuper de le soigner, tandis que la jeune fille doit continuer. Cependant, plus loin, elle tombe sur Percival en train de se faire frapper, et même si elle a envie de l'aider, cela attirerait trop l'attention. Donc même si elle le souhaite, elle doit supporter et continuer son chemin. Et atteindre le noyau du seau en y laissant toute sa force ainsi que celle du cheval, ce qui n'est pas la même chose, tandis que tout près, Nassien utilise des sorts assez basiques. Il parvient à calmer la douleur de Donnie. En fait, il tombe sur Percival et découvre que,
1. Donnie a seulement eu des problèmes d'estomac pour avoir trop bu, et 2. Percival était simplement en train d'apprendre aux souriants du village à se défendre. En plus, le prota s'est même fait un ami appelé Dolcemonte, car pour une raison quelconque, le prota peut comprendre et parler le dialecte de ces gens, comprenant qu'ils sont plus qu'aimables. Cependant, pendant que cela se passe, Anne parvient à déplacer la pierre, qui en tombant finit par être complètement détruite, et même si elle a failli être écrasée. C'est ici, comme tous les habitants du village, ils retrouvent leur véritable forme, ce que nous connaissons comme des démons, surprenant tout le monde, tandis que le chasseur apparaît, révélant sa véritable identité en tant que l'un des chevaliers d'Arthur, qui, grâce à son équipement, peut désormais éliminer les démons. Et c'est Anne qui se rend compte que quelque chose ne va pas, car ces créatures ne les attaquent pas. Même en voyant Dolcemonte, c'est tout le contraire de ce qu'a dit le chasseur à propos de créatures agressives et de bêtes tueuses. Fait important, ni Donnie ni Naciens ne savent de quelle race sont ces créatures, ils ne les ont jamais vues. Alors le vieil homme apparaît pour leur dire qu'avoir supprimé le sceau permet à l'ennemi de les envahir. Il fait justement référence à Hart, qui cherche à éliminer les démons qui restent encore en Bretagne. Il rappelle à tout le monde, absolument tout le monde, qu'ils étaient l'ennemi de l'humanité il y a 16 ans, ce qui surprend tout le monde. Cependant, le vieil homme mentionne que ce groupe en particulier a choisi de s'éloigner du combat et de vivre tranquillement, en paix. Mais Hart ne va pas accepter cela. Et en utilisant une sorte de cage, il parvient à tous les enfermer, tandis que Perceval ne comprend pas où ils ont emmené son ami. Et en le voyant de près, c'est là que le chevalier se rend compte que l'enfant est justement le cavalier qu'ils ont découvert il y a quelques jours. De plus, il possède une relique extrêmement importante. Et s'il considère les démons comme des alliés, cela ne fait que confirmer la prophétie selon laquelle il sera chargé de détruire le monde et qu'il doit l'éliminer sur le champ. Cependant, Anne s'interpose en lui disant que ce n'était pas le plan, une remarque qui parvient à le troubler. Pourtant, il ne peut pas s'arrêter. Malgré tout, il n'est pas le plus habile. Alors il décide d'appeler son compagnon, qui est cette créature géante, et pour couronner le tout, utilise de la magie de haut niveau. Percival se retrouve donc complètement acculé, car son épée n'arrive pas à blesser l'ennemi, qui est bien trop résistant. Cependant, pendant ce temps, le petit cheval tente de se cacher et tombe sur Shin, qui semblait auparavant empoisonné mais dormait simplement. C'est pour lui la 10e fois qu'il règle la situation, pendant que les autres ne peuvent même pas intervenir dans le combat à cause de l'écart de niveau. Alors Anne décide d'affronter le chevalier, qui a réussi à lui mentir malgré sa compétence. Cependant, il lui avoue qu'il a toujours dit la vérité, aussi bien sur le fait d'être un vieux chasseur que d'avoir perdu sa fille, un bébé, à cause des horribles démons. Et même s'il était son allié, au début, il ne s'attendait pas à ce que l'un des enfants soit un cavalier de l'Apocalypse. Et c'est pourquoi il ne peut pas s'arrêter en sachant les dégâts que causent les démons et ce qu'il a dû vivre pendant la Grande Guerre. Il n'a donc pas d'autre choix que d'en finir avec Perceval, qui est gravement blessé. Cependant, Shin apparaît pour corriger sa technique, car il doit combiner sa magie avec l'épée pour augmenter la puissance, la triplant. De plus, comme le nain s'adapte rapidement, il parvient à prendre le contrôle du combat, arrachant sans problème les 2 cornes de l'ennemi. Cependant, il baisse sa garde et cette créature essaie de le dévorer, mais Naciens profite de l'état de la bête et grâce à ses sorts, parvient à l'endormir. En sauvant le protagoniste pendant ce temps, le chevalier, n'ayant pas d'autre choix, finit par s'enfuir de l'endroit, ou comme il aime l'appeler, une retraite stratégique. Cependant, les démons restent encore scellés et le protagoniste ne peut pas le laisser s'échapper aussi facilement. Cela surprend le vieil homme, qui commence à saisir la pensée de l'enfant apparemment idiot. Même une race comme les démons a une aussi mauvaise réputation. Il peut y avoir de bonnes créatures, tout comme il y a de la méchanceté chez les humains, comme son père qui a tué son grand-père. Alors le vieil homme se demande à quel point la prophétie de ce cavalier est-elle réelle. En tout cas, tout le groupe arrive jusqu'au possible refuge de l'ennemi. Il s'agit en fait de cette grotte remplie de cristaux d'une qualité incroyable, où il pourrait facilement devenir riche. Et on voit Donnie avec une grande confiance qu'il n'a que lorsqu'il y a des gens puissants à ses côtés. En tout cas, selon Naciens, et comme nous l'avons vu, il a un avantage pour eux, mais il n'a pas non plus montré sa magie qui pourrait être son atout caché. Et c'est le moment où il commence à entendre sa voix en reconnaissant qu'il n'est pas le plus fort, mais il découvre la vérité derrière son pouvoir. Et c'est un sort à effet lent où toute créature dans un rayon de 50 yards autour de lui commence à remonter le temps, jusqu'à leur stade de bébé, quelque chose qu'ils ne peuvent pas éviter. Alors tout le monde commence à voir leur transformation vers un stade où ils ne pourront même plus utiliser la magie.
Ajoutez à cela que leur attitude, leurs souvenirs et leur personnalité redeviennent aussi ceux d'un simple enfant. Et même si cela n'affecte pas Aang aussi rapidement que les autres, qui sont un peu plus petits, tous auront le même destin, et c'est l'occasion parfaite pour le chevalier d'en finir avec le cavalier de la mort, qui, même en tant que bébé, ne pleure même pas. C'est un type fort, mais il est difficile de se débarrasser d'une créature si innocente. L'épée est une grande force pour les 4 kilos qu'il pèse, et il ne renonce pas, essayant de se battre autant qu'il peut avec une tendresse abominable. Pendant ce temps, à Enji, même bébé, il tente de l'arrêter. Mais cette fillette, qui lui rappelle sa fille décédée dans ses bras, ravive un traumatisme qu'il ne parvient pas à oublier. Que quelqu'un d'autre vive quelque chose comme ça. Et selon la prophétie, c'est ce qui arrivera si les cavaliers restent en vie. Pendant ce temps, Percival, même avec cet aspect, avec toute cette distraction, ils gagnent assez de temps pour que le vieil homme arrive. Heureusement, il ne semble pas souffrir de l'effet de la magie. Cependant, nous ne mettons pas longtemps à comprendre ce qui se passe, car le vieil homme lui-même le confronte, en découvrant que ce chevalier d'Arthur se trouve dans cette grotte, puisque les cristaux qui se trouvent partout dans cet endroit ont la possibilité de se connecter avec le monde des morts. Et c'est ce qu'attend le plus un père qui a perdu sa fille de façon aussi horrible. Il lui répond également que les effets de son pouvoir rendent une année de vie par minute. Et c'est pour cela qu'il a été si facile pour les protagonistes de revenir 10 ans en arrière. Mais le vieil homme a un compte de 3000 almanachs qui, au minimum, nécessite 3 jours pour faire effet. Donc évidemment, il n'est pas humain. Il lui propose de lui rendre sa fille un moment s'il lève le sort jeté sur les enfants. C'est quelque chose dont le chevalier ne se méfie pas trop jusqu'à la révélation. Et c'est que le vieil homme a pour véritable identité Gothaire, l'un des 7 péchés capitaux qui, pour ces chevaliers, sont des ennemis jurés. Pour leur chef, Arthur, cependant, il ne vient pas pour causer des problèmes. La luxure menait simplement une vie paisible et protégeait les démons qui voulaient vivre en paix, comme il l'a dit auparavant. Ainsi, sans qu'ils s'en aperçoivent, il vole la relique ayant emprisonné toutes les créatures et admet posséder une aptitude similaire pour masquer son identité de vieil homme. Avec tout cela, Harbeck sait dans quel danger il se trouve et il ne lui reste plus qu'à s'enfuir en emmenant Percival avec lui. Mais ils finissent dans une impasse, où, sous toute la pression, il finit par menacer de jeter le petit dans le vide. Car évidemment, Conan ne le ferait pas puisqu'il tient à elle. Alors Gothaire utilise la technique classique et recrée le bébé du chevalier qui ne peut rien faire. C'est la motivation de sa vie, même s'il sait que c'est une illusion, fondée sur le souvenir de sa fille. Même si les caresses et la chaleur de son corps sont fausses, il ne peut pas décrire une meilleure sensation que ce moment. Il se calme complètement et parle avec le péché de simplement ramener les enfants à la normale, puisqu'il a accompli son objectif de vie qui, des années auparavant, lui avait été promis par Arthur s'il rejoignait son groupe de chevaliers. Cependant, il a toujours douté que son chef tienne vraiment sa promesse et ne lui montre pas juste une reconstitution pour le rassurer. Alors il remercie Gothaire, tandis que tout semble bien se terminer. Cependant, à l'horizon, 2 flèches imprégnées de magie s'approchent. L'une est dirigée vers Perceval, pour laquelle Gothaire se risque sans se soucier de rien. Et heureusement, il parvient à mettre le petit en sécurité. Cependant, sa force n'est pas suffisante pour défendre Aang contre la seconde attaque. Arbe, laissant sa fille, décide de sauver la fillette qui s'en sort indemne. Cependant, le vieil homme n'a pas cette chance. Avec une blessure qui lui traverse le corps, alors avec ces mots, il fait ses adieux à ce monde. Pendant ce temps, ce qui semble être un espion finit par être éliminé par Shin, qui, comme nous le savons déjà, est un ami de Gothaire, lequel utilise son sort et parvient à détecter d'où vient l'attaque. Et qui a fait cela étant un groupe de chevaliers d'Arthur. Alors la Luxure décide de leur envoyer un beau cadeau de remerciement auquel l'ennemi ne s'attendait pas. Les chevaliers, n'ayant pas éliminé les cavaliers, discutent et savent qu'ils doivent désormais rester vigilants car les cavaliers vont les rechercher. Ils ont perdu? Est-ce parce qu'ils ont sous-estimé ces enfants? Mais la flèche de Gothaire apparaît ici, anormale et contrôlée. Alors l'archère décide de contre-attaquer à nouveau, cependant il n'arrive même pas à la toucher, et au contraire, elle s'attache à son corps, ce qui au début ne semblait avoir aucun effet. Mais comme nous le savons, Gothaire peut contrôler l'esprit, ce qui le pousse à attaquer ses camarades qui analysent l'intérêt de ce type de magie. Quand cela suffit, ils éliminent leurs camarades sans problème car un chevalier de plus ou de moins n'a pas d'importance. Ils savent seulement qu'ils devront affronter les protagonistes de front, qui à ce moment-là se réveillent sans vêtements, ce qui rend tout le monde assez nerveux. Et Perceval ne sait pas où se trouve l'objet pour libérer Dolcemont. Cependant,
Guter a tout sous contrôle, libérant instantanément sa communauté, qui peut maintenant continuer à vivre normalement, et dont les habitants encouragent même Perceval à venir quand il le souhaite. Pendant ce temps, le péché raconte à Aang ce qui s'est passé avec le chevalier. Même en voulant lui mentir pour l'épargner, cela échoue. Et la jeune fille, en quête de vérité, finit très mal en découvrant à quel point la vie a été tragique pour Arb. Pourtant, après avoir pleuré un peu et avoir été consolés par ses amis, ils doivent continuer leur chemin seuls. Car pour Guter, son travail avec les démons est ce qu'il y a de plus important. Cependant, en cas d'urgence, il sera là pour les cavaliers et pour les gens de bien. Mais ici, Shin est plus pressé car il craint d'être rattrapé par l'ennemi. Cependant, Aang est toujours très affecté par ce qui s'est passé, car Shin a détruit le seul objet qui lui restait en souvenir. Comme nous l'avons vu, ils sont très dangereux. Malgré tout, la fille s'énerve plus que d'habitude et commence à dire des choses assez extrêmes. Comme si, en réalité, le renard était du côté des gentils. Si elle ne peut rien faire au combat, c'est surtout la stratégie du renard qui les a menés aussi loin. Malgré tout, Shin finit par s'excuser car cela lui fait se demander s'il est vraiment un fardeau. Heureusement, il parle avec Perceval qui dit toujours ce qu'il pense. Et celui-ci est heureux simplement d'avoir sa présence à ses côtés. Donc les choses se calment et la fille retrouve sa motivation car tout ce spectacle était une solution de Shin face à la déprime d'Aang. Donc tout va plutôt bien pour continuer, si ce n'est que maintenant nous avons la grande forêt emmêlée. Perceval se rappelle que son grand-père lui en a parlé et que d'après Shin, ce serait l'endroit idéal pour s'occuper de lui. Un piège pour le groupe d'assassins? Pendant ce temps à Camelot, les hauts responsables ont déjà appris que Guter est intervenu et a tué l'un de leurs chevaliers. Car, comme nous le verrons plus tard, cette fille qui semblait être une victime peut se cloner. Ainsi Arthur donne la liberté à l'Obscur de faire ce qu'il veut s'il souhaite intervenir. Du moment qu'il obtient des résultats ou qu'il lui trouve une petite amie. Une demande étrange, n'est-ce pas? La forêt, et ils sentent 4 sources de magie pensant que les protagonistes veulent les séparer. Les chevaliers, confiants, vont chacun vers un lieu sans savoir qu'ils sont la source de magie. Mini Perceval et les protagonistes attendent dans une zone que les autres mordent à l'hameçon pour les éliminer un par un en supprimant leurs traces. Grâce à une compétence de Shin, qu'il a d'ailleurs apprise dans la forêt des fées. Je vous laisse méditer là-dessus. Pendant ce temps, Nazien goûte l'un des ingrédients qu'il a obtenus dans le village des démons, ce qui excite tout le monde. En tout cas, le premier chevalier tombe dans le piège, alors toute l'équipe l'attaque. Cependant, le type semble seulement s'intéresser à Perceval, même s'il n'arrive pas à le reconnaître à cause de sa petite taille. Alors il libère simplement son pouvoir contre tout le monde. La lévitation de Denis simplifie la situation qui se conclut par une contre-attaque, reconnaissant la bonne action. Mais ici, il utilise sa technique de sorcellerie, à propos de laquelle Shin les avertit de recouvrir leurs armes de magie. En effet, ce type peut faire en sorte que n'importe quel matériau ou objet perde sa résistance, ce qui rend ses coups beaucoup plus puissants sans avoir besoin d'une grande force. Profitant du fait que Denis doit maintenir l'arbre immobile tandis que Perceval, qui se précipite, est également blessé. Cependant, ici Nazians baisse sa garde et reçoit le coup. Il se rend compte que grâce à l'ingrédient qu'il a pris, les effets de cette magie n'ont aucun effet sur lui. Il profite de son reflet pour renvoyer l'attaque et permettre à Perceval de surprendre son adversaire, éliminant ainsi un chevalier. Mais il reconnaît que ce qui les attend sera difficile. Alors le héros utilise maintenant sa magie pour les déplacer à grande vitesse. Mais Shin lui reproche le fait que, en plus de les avoir soignés, il continue à défendre l'ennemi. Et pour Perceval, il a le choix, même s'il doit pousser un peu plus sa magie. Il va le faire, c'est ce qu'il fait en ce moment même, mais il perd de la vitesse dans le processus. Pendant ce temps, il rattrape les 2 ennemis arrivant sur l'une des créatures du purgatoire données par Arthur. Ce sont les infos que Shin nous donne. Perceval fait donc ce qu'il peut avec sa magie. Cependant, il utilise ce qui lui reste pour éviter qu'il ne meure en tombant, mettant ainsi hors jeu le plus fort, et Nazians, qui commence à ressentir les effets secondaires du médicament. Les plus faibles doivent dû s'en charger, essayant d'abord de demander leur nom, mais ils décident de passer outre. Cependant, il semble que Shin les connaisse très bien, donnant des noms, voire des détails, qu'il n'est pas censé connaître. En fait, ils finissent par se provoquer mutuellement. Surtout Aang avec son rival, ce qui se termine en une bagarre de chats. Pendant ce temps, Denis est plus qu'effrayé, car son rival est un géant, et son avantage de lévitation n'est pas suffisant. Grâce à l'explosion d'énergie de l'ennemi couvrant une large zone, Shin fournit l'information, tandis que les filles emploient toutes leurs compétences. Le renard révèle à Aang que le point faible de la fille à la poitrine généreuse est le bâton de pouvoir.
En suivant ses conseils, ils commencent à progresser. En fait, au point qu'Aang parvient à retirer le bâton de son ennemi avec précision et qu'elle libère son sort, qui consiste à se cloner. Cependant, Aang n'hésite pas une seconde et grâce à son talent pour le mensonge, il la vainc sans problème. Pendant ce temps, Donnie, armé seulement de son couteau, ne peut s'empêcher de fuir, comme toujours. Cependant, lorsque l'ennemi accepte de se battre uniquement avec ses armes, le visage de Donnie change complètement et il décide de se battre. Faisant preuve de ses talents latinos, il manie ce métal avec une incroyable fluidité, infligeant des blessures, attisant la rage de son adversaire. C'est le moment d'attaquer avec de la magie, mais sa lévitation n'est pas très puissante. Et là, en lançant la phrase de Scanor Shin, il lui demande qui l'a décidé, c'est-à-dire qui est faible, qui l'a décidé, lui montrant que les sorts fonctionnent avec l'imagination de celui qui les utilise. Et s'il veut quelque chose de puissant, il doit y penser. Donc, au moment où il arrête de penser en petit et voit qu'il peut y arriver, il jette l'ennemi comme une ordure. Il change sa capacité de lévitation pour la télékinésie, et pas n'importe laquelle, afin que le combat soit plus équilibré et que l'on voit qu'à partir de maintenant, l'équipe va évoluer. Après avoir surpris tout le monde en révélant sa vraie télékinésie et non la lévitation, ils célèbrent leur télétravail. Sans oublier de reconnaître que dans l'ensemble, le succès est dû aux indications de Shin. Cependant, ce n'est pas fini, car le chevalier surnommé l'Immortel ne sera pas facile à vaincre, surtout avec cette montée soudaine de puissance. La confiance de l'équipe a beaucoup augmenté. Cependant, une présence qu'ils ne parviennent pas à ressentir apparaît et parvient à lui enlever la relique Percival, suivie d'un coup à la tête qui l'endort pendant quelques minutes. Heureusement, Donnie ne lui laisse pas l'objet aussi facilement, mais par sa présence, on devine que ce chevalier, sous le nom de Fidik, est le plus fort de l'équipe, mais surtout, le plus intelligent. En étudiant la capacité de Donnie, il se demande même jusqu'où son pouvoir peut aller. Et bien qu'il décide de réprimander ses compagnons, il préfère se venger de ce que les cavaliers leur ont fait. Et même s'il s'agit d'enfants, il les fera souffrir d'une manière telle qu'ils préféreront choisir la mort. Pendant ce temps, l'autre chevalier que Perceval a laissé en vie réapparaît sans aucun changement, malgré le fait d'avoir été sauvé. Donc, c'est mal joué car il utilise un peu de sorcellerie. Toute l'équipe finit par retrouver sa vitalité et sa puissance, tandis que les protagonistes ne pourraient pas être dans une pire situation, sombrant dans le désespoir. C'est donc le bon moment pour que tout le monde commence à se lamenter et à faire ses adieux. Pendant ce temps, Shin ne peut qu'observer Perceval et voir comment il va réagir, comme d'habitude. Ses compagnons, même en comptant seulement sur sa force, il cherchera à gagner. Et c'était la réponse que cherchait Shin, qui, en lui donnant de la motivation avec ses amis, le conduit au combat. Il lance donc une attaque assez puissante. Ce qui, pour l'état actuel de Percival, est un miracle, mais qui ne représente pas grand-chose pour ses ennemis. Cela dit, avec cette montée d'adrénaline, tous les enfants reprennent courage, faisant comprendre à Fidik qu'une partie de la motivation de tous vient de ce cavalier nain. Ils lancent une attaque groupée apparemment préparée derrière Percival. Cependant, en réalité, il visait le véritable chef, sans qui ses enfants ne seraient jamais allés aussi loin. Ainsi, le renard se retrouve entouré d'ennemis pendant qu'il lui demande comment il connaît autant d'informations sur eux. Il lui propose même un marché. S'il leur donne de bonnes informations, il n'aura pas une mort aussi douloureuse. Cependant, Shin répond par une contre-offre. Il leur donnera les informations dont ils ont besoin s'ils laissent partir ses enfants. Mais ils ne peuvent pas accepter, car c'est la mission de leur roi, Arthur. Tout cela pendant que les autres ne peuvent rien faire pour entrer dans cette sorte de cellule imprégnée de magie et très puissante. En faisant ses adieux à Percival, il lui dit qu'ils ne se reverront plus, laissant comprendre qu'il accepterait son destin. C'est ce qu'il fait, non sans lutter, devenant finalement plus rapide que l'éclair. Pendant ce temps, l'un des chevaliers est littéralement criblé de flèches mystérieuses, et c'est là qu'il commence à démontrer sa supériorité, obligeant l'ennemi à paniquer, ce qui les pousse à libérer de la magie dans une zone aussi restreinte. Ce qui, évidemment, est une mauvaise idée et nous donne l'occasion de voir l'apparition de Shin sous sa véritable forme. Comme Lancelot, l'archer, qui parvient à retirer de nombreux organes à l'ennemi à main nue. Et là où le chevalier, désormais désespéré, lui demande de lui dire son nom. Mais en l'entendant, Lancelot ne le reconnaît pas. Parce que, littéralement, n'importe quel ennemi de ce guerrier aurait, et encore moins, raconterait son histoire, ce qui reste un mystère pour Fidi, qui ignore même le fonctionnement de ses nombreuses attaques, dont le changement de forme. Il ne lui reste donc plus qu'à attaquer directement avec une tornade et quelques attaques au corps à corps que le renard, sans trop d'efforts, parvient à esquiver. À tel point qu'il commence même à demander après un chevalier et un forgeron qu'il recherche. Il a le temps de tout faire, ce dont l'ennemi n'a aucune idée et ne lui dirait pas de toute façon.
Et cela inclut Perceval, qui a à peine la capacité de bien parler. Ainsi, se sentant complètement dépassé, il décide de s'enfuir à cheval. Car au moins, il pourra avertir les autres de cet ennemi, qui jusqu'à présent reste secret pour tous. Cependant, Lancelot, utilisant seulement le couteau de Donnie, lance une attaque éclair si puissante qu'il désintègre complètement l'ennemi. C'est quelque chose qu'Arthur ressent lorsque son pendentif est détruit. Ainsi, pour la première fois, il peut mettre de côté sa recherche d'une petite amie et prendre les chevaliers plus au sérieux. Lesquels, en ce moment, sont justement en train de réfléchir au mystère que représente leur nouveau compagnon, ou ancien compagnon. Qu'est-ce que le renard essayait d'éviter? La méfiance de son équipe. Jusqu'à ce qu'il entende les pensées de Perceval, focalisées sur le soulagement de ne pas avoir perdu son ami, contrairement à son grand-père. Il se calme donc et décide de se présenter à tous comme l'un des guerriers du grand roi de Lyon, dont la mission est de protéger et d'escorter le jeune cavalier et ses compagnons jusqu'à la grande ville. Pendant le processus, il teste la détermination de cette équipe improvisée et, en parlant, offre une sépulture décente aux chevaliers. Ainsi, à Acien, il se rend compte que des créatures possédant de telles capacités viennent normalement du royaume des fées. Il ne le nie pas et précise que ce sera important, mais il change de sujet lorsque Perceval veut qu'il lise ses pensées, qui sont un peu particulières. Cependant, il n'y a pas de temps pour jouer, car Pelgar revient pour reprendre ce qu'ils avaient laissé en suspens. Mais Lancelot, qui ne peut pas laisser voir davantage de son pouvoir, est obligé d'utiliser à nouveau l'un de ses sorts, les emmenant tous directement jusqu'à la grande ville de Lyon, où le prochain objectif est de rencontrer le grand roi. Cependant, les deux paysans s'étonnent de tout, que ce soit les bâtiments, les gens ou autre chose. En tant que guide, il décide de se présenter aux gardes du château, qui commandent que le roi se promène en ville. Correction lors d'une routine d'affaires en ville, quelque chose d'aussi ennuyeux que, dès qu'il se distrait, Perceval disparaît et continue de découvrir la ville, où il tombe sur un vieil homme qui nous semble assez familier. Appelé Dreyfus la chèvre, souffrant de maux de dos liés à son âge, il reçoit finalement l'aide de Perceval, qui porte ses affaires jusqu'à la taverne du cochon, au bout de la rue. Cependant, en chemin, il rencontre ce qui semble être un enfant assez empathique. Et ce n'est pas tout, il prend confiance en voyant l'objet qui l'accompagne. Se présentant comme Méliodas, la bête est le propriétaire de la taverne qui cherchait une surprise incroyable. Mais pas autant que la nourriture qui l'attend, qui semble délicieuse, mais qui concentre les pires saveurs qu'une personne puisse goûter. C'est ainsi que Perceval perd connaissance, allant même jusqu'à voir son grand-père décédé, tandis que le reste de l'équipe le cherche partout. Lancelot se sépare alors du groupe pendant que le protagoniste se réveille dans son lit. C'est ainsi que le roi Méliodas connaît son nom grâce au casque et à l'insigne, mentionnant même son grand-père Vergis. C'est quelque chose de suspect pour Perceval, mais quand il lui avoue qu'il est Méliodas, le roi de Lyonesse, Perceval éclate de rire, parce qu'il ne peut pas croire qu'un enfant pratiquement de sa taille soit le chef. Pourtant, cela lui importe peu, il ne s'explique pas et se contente de lui souhaiter la bienvenue, rendant la discussion plus sérieuse. Parce que le protagoniste lui demande s'il est vraiment l'un des cavaliers de l'Apocalypse qui va détruire le monde, si Arthur est vraiment le méchant. Et pourquoi devait-il mourir? Son grand-père, cependant, ne lui répond tout simplement rien et décide de l'emmener faire une promenade. Un type incroyable, j'espère qu'il aura sa propre série un jour. En fait, il l'emmène voir Dreyfus et Hendrickson, qui se révèlent être très gentils. L'étudier? Du coup, il se dirige à la forge de Hauser, que nous avons déjà vu il y a quelques épisodes, mais surtout, on voit l'équilibre qui règne dans la ville, avec toutes les races vivant en harmonie. Même ici, les géants servent un peu de Uber, donc ça se termine avec un très beau panorama de la ville. Pendant ce temps, Perceval demande s'il n'y a pas de démons qui vivent ici, car il en a rencontré certains très gentils, ce qui est un peu déroutant pour Méliodas. Perceval essaie même de lui faire une blague en parlant le dialecte démoniaque. Mais il s'avère que le roi sait aussi des choses. Une bonne relation commence à se nouer entre ces deux-là, car Perceval semble reconnaissant de pouvoir être dans un endroit où il ressent autant de paix et de tranquillité. Cependant, Méliodas l'arrête, car selon lui, ce bonheur prendra bientôt fin. Il lui demande directement son aide pour sauver le monde, en fait. Pas seulement à lui, mais aussi aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Cependant, le petit lui demande de ne pas être trop confiant, car sans son équipe, il n'aurait même pas atteint la ville. De plus, la prophétie dit qu'ils seront les destructeurs du monde, pas les sauveurs. Cependant, Méliodas dit qu'on ne leur a pas raconté la partie la plus importante de l'histoire, mais ils sont interrompus ici par quelques problèmes qui surviennent à Méliodas. Et il doit s'éclipser. Cependant, Perceval avait déjà disparu. En poursuivant une sorte d'objet magique qui apparaissent dans le ciel,
il finit par entrer en collision avec cette fille aux cheveux roses appelée Isolde. Cependant, en touchant une zone qu'il n'aurait pas dû, la fille qu'il a gardée pour quelqu'un de spécial décide de le punir pour ce péché si grave. Pendant ce temps, plus loin, les camarades de la fille, voyant qu'il poursuivant le garçon et en remarquant qu'il porte l'objet qui appartenait au chevalier d'Arthur, ils le considèrent comme complice ou ennemi et décident de l'arrêter. Surtout ce type qui semble avoir beaucoup de colère contre ses chevaliers, alors il se présente simplement. Et avant que Perceval puisse se défendre, le plus grand utilise sa capacité. Il lui enlève la parole, alors tout le monde commence à l'attaquer sans raison. Et avant de les capturer comme il se doit, et comme le suggère le chevelu, il décide de le tuer. Ne connaissant pas son niveau de puissance, il affronte la fille, qui finit par révéler beaucoup de surprises. Cependant, dès que Perceval utilise un peu de son pouvoir, la malédiction qu'on lui avait jetée, littéralement, a peur de lui et s'échappe de son corps comme elle peut, lui rendant sa voix. Pendant ce temps, l'attaque de la fille est renvoyée avec une telle intensité qu'elle met Isolde à terre. Et Peluquine, pour défendre sa femme, utilise sa magie des ténèbres. Pendant ce temps, il ne laisse pas l'enfant s'expliquer. Cependant, avant qu'il ne puisse l'attaquer, le reste de l'équipe apparaît pour le défendre. Mais cet émo utilise à nouveau la malédiction contre tout le monde. Cela les affecte complètement et ils sont gravement blessés, ce qui fait que Perceval perd la raison. Et tandis que les guerriers chantent leur victoire, le niveau d'aura de l'enfant commence à augmenter dangereusement pendant qu'il récite des mots dans une autre langue. Explosion si ce n'était pas pour le fait qu'à ce moment précis apparaît ce type appelé Tristan. Mais la tension ne s'arrête pas, car en ce moment Méliodas a des problèmes, puisqu'un guerrier important dont ils avaient besoin s'est échappé et erre dans la ville. Cependant, il décide de confier la tâche à Lancelot, car il reçoit l'appel de l'ancien roi des lions, le célèbre Bartra. Ce dernier semble avoir une sorte de rêve prémonitoire, confirmant que les 4 cavaliers vont se réunir comme le veut le destin. La pluie fine, la lune et les vents violents annoncent la perte de l'espoir, ce qui inquiète Méliodas. De l'autre côté de la ville, l'arrivée du garçon aux cheveux blancs calme la situation. En effet, même si les inconnus peuvent être des alliés d'Arthur, ils n'ont aucune preuve de cela pour justifier la raclée qu'ils ont reçue. Ainsi, Lémo est obligé de lever sa malédiction, ce qui ne semble pas vraiment lui plaire. Malgré tout, il doit obéir au prince de Léon, qui les confronte. Voilà pourquoi on l'accuse. Des alliés l'ont récupéré il y a quelques jours. Lémo tente de présenter cela comme un malentendu, bien que son visage trahisse son dégoût. Pour Perceval, qui en ce moment plongé dans l'obscurité et incapable de voir ses amis, commence à perdre le contrôle. Il saisit le bras du chevalier et le serre à tel point que, lorsqu'il enlève son gant, il découvre une nécrose inquiétante. Heureusement, avant qu'il attaque quelqu'un d'autre, Tristan intervient et le projette d'un coup de pied. Et là, s'il doit l'affronter, il préfère d'abord discuter, car ce n'est pas son choix de le considérer comme un ennemi, à moins d'y être contraint. Mais Perceval, à ce moment-là perdu et parlant dans une langue étrange, pousse Tristan à utiliser son attaque divine pour révéler qu'il ne s'agit pas d'un démon. Cependant, cela n'empêche pas le nain de l'attaquer, alors Tristan est obligé de riposter en lui infligeant 2 blessures assez graves. Mais en même temps, pas pour quelqu'un comme Perceval, une menace qu'ils devront exterminer. Cependant, les autres garçons se placent devant lui et même si c'est dangereux, ils s'approchent pour le prendre dans leurs bras, lui montrant qu'ils sont là pour lui, ce qui équilibre ses niveaux de pouvoir. Et c'est là que Denis avoue enfin que cet enfant qu'ils attaquent est l'un des cavaliers de l'Apocalypse. Alors l'autre garde retire rapidement la malédiction, mais Kion garde toujours son air dégoûté. Percival pleure de joie en retrouvant ses amis, mais il ne reste pas longtemps debout à cause de la gravité de leurs blessures. Il est important de noter que la guérison magique de Percival ne fonctionne pas si son équipe n'est pas en sécurité, alors Tristan, utilisant sa divinité, les soigne en un instant. Ce pouvoir passionne le protagoniste, comme tout le reste. Toutefois, il doit aussi soigner le bras de Kion, sur lequel, étrangement, sa magie échoue. Il doit donc s'agir d'une maladie ou d'une malédiction. Cela pousse Lémo à adopter une attitude trop prétentieuse, arrogante, réclamant une punition qu'il a lui-même provoquée. Malgré tout, Percival reste calme, prend son bras et utilise son pouvoir pour le guérir. Ce qui devrait suffire à Lémo pour s'excuser d'avoir failli tuer des enfants innocents. Cependant, il présente ce qui s'est passé comme un simple malentendu. Des excuses qui ne suffisent pas à Tristan, mais pour éviter d'autres problèmes, il laisse passer. Mais ce qui est important, c'est que Kion savait quels alliés avaient récupéré la pièce du cercueil. Il se fait passer pour la victime en disant qu'au début,
Isolde et lui ont seulement attaqué comme il le fallait, ce qui ne convainc pas tout le monde, surtout Aang. Malgré tout, la situation se calme, car Isolde avoue qu'elle poursuivait le nain parce qu'il lui a pris sa virginité, qu'elle avait réservée exclusivement à Tristan et qu'elle ne se sent plus digne du chevalier à l'humour japonais. En tout cas, vient le moment des présentations où l'on a la grande révélation que Tristan n'est pas seulement le prince du royaume, mais aussi l'un des cavaliers de l'Apocalypse. Il est justement en train de rassembler des compagnons, en fait, il n'en manque plus qu'un. C'est quelque chose qui déroute les protagonistes, qui apprennent la grande nouvelle que Lancelot, tout ce temps à leur côté, était lui aussi l'un des cavaliers. En fait, il apparaît, comme toujours, à des moments aléatoires, pour prévenir tout le monde que le 4e cavalier, que Tristan avait déjà préparé, s'est échappé. Et il se trouve quelque part dans la ville. Ils se divisent donc en équipes pour chercher le dernier allié, dont ils ne connaissent que 2 détails. Il porte une armure étincelante. Est-ce Gauvin ? Cependant, avant de partir, Lancelot, qui lit dans l'esprit du prince, lui dit de ne négliger aucun détail. En effet, il s'avère que ce chevalier est un parent d'Arthur lui-même. Cela semble contradictoire pour tout le monde, mais il n'y a pas de temps pour en discuter. Et nos protagonistes se dépêchent de chercher dans toute la ville, où il est évident que la cible ne porterait pas une armure voyante s'il voulait se cacher. Mais ici, ils discutent un peu. Perceval admet que, bien que son nouveau compagnon soit un parent d'Arthur, ce n'est pas une raison de le détester. Il doit juste régler ses comptes avec son père. Et en fait, ils parlent aussi de ce qui s'est passé avec la perte de contrôle de Perceval, rappelant au petit qu'il a failli perdre ses amis. Et il est très reconnaissant qu'il l'ait sauvé de ce qui lui est arrivé, ce qui, à sa manière, émeut tous les autres. Celui qui déborde d'émotions, c'est Naziens, qui essaie d'exprimer ses sentiments pour Perceval, mais qui ne finit par rien dire. C'est quelque chose que nous commençons déjà à deviner de quoi il s'agit, et que les lecteurs du manga savent très bien. En tout cas, c'est réel. Ils se font de bons alliés dans la ville. Mais Anne les avertit qu'ils doivent se méfier de Kion, qui a menti tout le temps, et il est évident qu'il cache quelque chose. Ces enfants, ils veulent juste accomplir leur mission et ne peuvent pas perdre contre l'équipe de Tristan. Pendant tout cela, une fois de plus, le vieux Bartra prophétise l'union des 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais aussi la perte d'espoir qu'ils vont subir. Tout le dialogue avec cette fille mystérieuse en arrière-plan, que nous verrons dans un instant. Pendant que Lancelot observe le panorama pour trouver l'objectif, il est surpris par elle. Non seulement elle lui est familière, mais elle semble aussi bien le connaître. Mais quand il lui demande son identité, elle se jette sur lui en affirmant être sa bien-aimée. Malgré le fait qu'elle ait au maximum 10 ans, qu'elle est encore du caca jaune. Pourtant, c'est une fille très maligne, alors elle préfère se montrer comme la forte. Mais cette petite le connaît trop bien, même jusque dans des détails très privés. Malgré tout, sa servante apparaît pour l'emmener et elle ne lui laisse que l'information qu'il trouvera bientôt la personne qu'il cherche. C'est justement la mission que mènent les chevaliers de Tristan. Mais Kion ne surpasse pas Perceval et continue de dire que lui et Lancelot ne sont que des paysans qui ne méritent pas d'être parmi l'élite, juste à cause d'une prophétie. Et malgré cela, Tristan continue de les reconnaître comme de grands et puissants guerriers. Comme il se rend compte que le chevalier qu'il cherche est proche, il s'éloigne silencieusement des autres, profitant du fait que les autres sont avec le chevalier. Pelio, qui, petite anecdote, est un enfant qui apparaît dans la première saison de Nanatsu en jouant à être un chevalier sacré. Le fait est qu'à ce moment-là, les protagonistes sont perdus en voyant la variété d'armures qu'il y a dans la ville. Et aucune ne correspond, du moins jusqu'à ce que tous sentent une présence meurtrière entrant dans la ville. Quelque chose que même Lancelot remarque. Il se cache comme un renard, Pelio étant le premier à trouver la source de cette étrange énergie. Et il semble qu'il ne s'agisse que d'un ivrogne qui paraît assez normal, mais il l'interroge quand même. Celui-ci devient un peu provocateur, déclenchant un combat où le chevalier se met à égalité, car c'est un combat à main nue. Mais il s'avère que l'ivrogne a un corps assez particulier, apparemment fait de feu. Pendant ce temps, nous retrouvons Kion, qui parvient à rattraper le chevalier. Il le capture immédiatement, révélant la jalousie qu'il ressent envers le fait que les 4 cavaliers soient les élus de la prophétie. Et que s'il peut en vaincre un, il serait un bien meilleur candidat. Tristan intervient dans une situation tendue, soupçonnant déjà un tel comportement sans vouloir admettre qu'un de ses guerriers agissait ainsi. Alors ils lui font retirer les malédictions pour ensuite recevoir sa punition. Mais l'important est de soigner le cavalier, qui s'avère évidemment être une autre personne. Gauvin est toujours en liberté quelque part. Cependant, nous revenons au ivrogne, qui s'est révélé être un guerrier puissant,
même assez menaçant. Du moins jusqu'à ce que Perceval arrive sur les lieux, ce qui le rend très enthousiaste de le voir, car ils ont un duel en suspens. Et même si personne ne comprend ce qu'il dit, on nous révèle qu'il s'agissait en réalité du vieux Pelgar sans armure, qui a suivi tout le chemin du cavalier de l'Apocalypse. Cela surprend tout le monde, car personne ne pensait que cet enfant serait le héros de la prophétie. L'essentiel est d'éliminer un chevalier d'Arthur, et pendant l'évacuation, seuls les plus puissants doivent l'affronter. Cependant, le chevalier sacro prend la tête, car c'est son devoir de protéger le peuple, mais surtout le petit. Pendant que nous nous éloignons, Isolde continue de pleurer son amour non partagé. Alors qu'elle sent une grande présence derrière elle, une voix grave tente de la réconforter, lui disant à quel point elle est belle et forte, et qu'elle ne devrait pas perdre son temps avec des hommes insignifiants qui ne la méritent pas. Situation de flirt intense qui, même si elle ne porte pas beaucoup de fruits pour le moment, nous permet de découvrir la véritable personnalité. Et quelle présence brutale à Gawain, qui est l'héritière du soleil, et qui, justement au milieu de son discours d'amour, est interrompue par la bataille dans la ville, laquelle est quelque peu bloquée par le pouvoir de Péliot, qui désorganise les attaques du Gros. Cependant, rien qu'en utilisant son pouvoir magique, elle est suffisamment forte pour tout faire exploser. Et là où Gawain prend soin de sa nouvelle protégée, l'obligeant à intervenir, tandis que Perceval s'occupe de garder les autres en sécurité. Malgré sa maturité croissante, le pouvoir du feu lui pose encore problème, et cette fois ne fait pas exception. Avec Pelgar qui ne veut pas le tuer, mais l'emmener comme subordonné. Peu importe les ruses du nain, ici, d'un simple claquement de doigts, l'énorme pouvoir de l'obscur disparaît avec l'arrivée de cette fillette, comme l'appelle Pelgar. Mais elle lui répond qu'il est facile de contrôler les attaques d'un simple utilisateur de feu, ce qui littéralement le met dans une rage folle. Cependant, le pouvoir doré de la fille éteint sa flamme sans effort, simplement parce qu'il a interrompu son moment de flirt. Alors imagine à quel point elle est puissante, ce qui surprend toujours Perceval, comme d'habitude. Pendant ce temps, Tristan arrive aussi sur les lieux, le genre du soi-disant chevalier, alors ils en profitent pour faire connaissance, tandis que Pelgar se remplit de gens très puissants qui veulent en finir avec lui, en plus de l'apparition du renard. C'est important car il finit par comprendre que selon les descriptions que lui a données le vieux sage, ces 4 enfants correspondent aux cavaliers épiques de l'Apocalypse. Les plus grands ennemis de son roi, réunis en un seul endroit, alors son excitation est évidente face au bataillon qui nous attend. Cependant, les choses ne sont pas si simples, car même si nous avons la réunion épique des cavaliers destinés à vaincre le roi Arthur, il semble que Pelgar, bien qu'il les respecte, n'a pas peur de les affronter. Malgré cela, Lancelot, qui ne ressent aucune intention meurtrière chez ce type, lui dit que c'est sa chance de s'échapper. Cela crée un problème dans l'équipe car Tristan veut le capturer. Pendant ce temps, Gawain, très offensé d'être traité comme une enfant, veut l'exterminer. Et c'est Perceval qui s'approche de l'ennemi en cachant son arme. Pendant qu'il lui dit que, contrairement à son propre père ou à Arthur, il n'a aucune raison de le détester, d'autant plus qu'il sait qu'il n'est pas une mauvaise personne. Quelque chose qui est évident en voyant sa différence avec les autres obscurs. Cependant, il profite de cela et de la naïveté de Perceval pour le capturer et suivre le conseil du renard de s'échapper, évitant ainsi d'être atteint par le sort du cube parfait. Et même si nous voyons que Perceval se sent trompé, il n'oppose pas beaucoup de résistance. Et on voit bien que le type apprécie Perceval, tandis que Donnie et les autres, inquiets, essaient d'annuler la magie. Mais ce sera impossible, même pour Tristan, qui reproche à Lancelot de ne rien faire pour arrêter Pelgar. Mais le renard ne se méfie pas non plus du chevalier, alors ils envoient Péliode chercher quelqu'un de fort pour retirer le sceau. Cependant, ils l'ont plus près qu'ils ne le pensaient avec Gawain, qui, avec une simple prière et le pouvoir du soleil, détruit le sortilège. Et maintenant, tout comme Tristan, ils partent à la recherche de Pelgar. Un peu lent. La musclée prend même l'avantage avec une vitesse incroyable et une attaque si puissante qu'on se rend compte qu'elle ne se soucie pas de la vie de Perceval. Et bien sûr, Pelgar est celui qui finit par éloigner l'enfant et encaisser toute l'attaque, ce qui le laisse complètement vulnérable. Mais le nain ne peut pas laisser tuer l'obscur qui vient de le sauver et il assène un bon coup à la fille. Mais cela aggrave son humeur et elle lui donne un gros coup de pied qui l'assomme quelques secondes. Pendant ce temps, Gawain incarne le summum de la perfection. Un être auquel personne ne peut s'opposer, et on découvre qu'il est le descendant d'un grand roi. Mais ici, Tristan intervient et essaie d'arrêter la jeune fille qui va beaucoup trop loin.
Mais Gawain en profite pour dénigrer le fait qu'on la compare à 3 enfants, alors qu'elle est si parfaite. Si quelqu'un a une objection, il peut le prouver avec des épées non décoratives, ce qui provoquerait n'importe qui. Mais l'albinos n'attaquera aucun camarade parce qu'il a ses propres codes. Préférant encaisser un coup de la baraquée, alors Perceval s'interpose à nouveau avec des paroles si blessantes qu'elles ne font qu'augmenter la force dans le poing de la baraquée. Mais avant le grand final pour le nain, Pelgar reçoit tout l'impact. Et même s'il est assez blessé, la magie de contention que lui avait lancée Péliodantès ne fait plus effet et il peut se battre avec toute sa magie. Alors Gawain invoque à nouveau le pouvoir du soleil pour combattre ce misérable survivant, comme il l'appelle. Cependant, contrairement à la victoire qu'il attendait, un coup de masse surgit parmi les flammes, lui donnant une leçon d'humilité, même s'il ne le comprend pas tout de suite. Et le chevalier dévie toutes les attaques comme il peut, non pas parce qu'il est plus puissant, mais parce qu'il a plus de technique. Ainsi, quand la fillette se fatigue, il en profite pour l'endormir longtemps, constatant la puissance de sa magie et de son potentiel. Mais elle reste une débutante, ce qui trouble l'esprit de Gawain, qui avait l'habitude de toujours gagner. Contrairement à ce qu'on attendrait, il se met à pleurer comme un nouveau-né. Un drame qui n'a pas besoin de Pelgar, qui finit par s'enfuir de l'endroit car il a de toute façon perdu l'envie de continuer à se battre. Et puisque Tristan, par reconnaissance, ne veut pas non plus l'attaquer, il ne fait que laisser la promesse que Percival devienne son disciple, ce que le nain n'accepterait jamais. Mais il lui envoie un petit cadeau. Pendant ce temps, Gawain ne cesse de pleurer à chaudes larmes, car elle était censée être un être invincible, selon ses parents. Il savait apaiser, mais Tristan, en lui apportant l'idée et en reconnaissant sa force, permet à la jeune fille de retrouver sa personnalité, ce qui a été sa manière de la contrôler avec le temps. Malgré tout, Perceval ne lui pardonnera jamais totalement et lui donnera chaque fois une leçon d'humilité. En lui rappelant qui a humilié une fille, car comme les autres, elle a 16 ans. Donc, Lancelot, qui a aussi une grande vision, est rassuré que la situation soit résolue. Cependant, se calme l'alerte qu'il y a une autre présence dans la ville, mais cette fois-ci bien plus dangereuse. Et en effet, nous avons ces 2 personnes encapuchonnées. Mais avant de répondre aux questions, ils semblent parler de façon étrange entre eux, comme s'ils suivaient des ordres. Alors, l'un d'eux disparaît des lieux, tandis que son compagnon décide soudainement de se battre, révélant une silhouette que nous connaissons très bien. Mais ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'est qu'à travers la magie noire du purgatoire, il parvient à invoquer l'un des redoutables commandements, ou enfin 2, puisque l'invocatrice est Mélascula, la foi. Un duo doté d'un grand pouvoir, puisque Galan détruit le premier chevalier, envoyant ainsi un message de terreur à tous ceux qui les ont affrontés il y a des années. Et c'est déroutant que cela se produise, surtout pour Méliodas. Cela nous offre un petit résumé de la guerre sainte qui a eu lieu il y a 16 ans, où les 7 péchés ont vaincu les 10 commandements. Après une saison difficile, cela a causé de grands dégâts à Camelot et a acculé ses guerriers les plus puissants. Nous avons donc à nouveau 2 de ces créatures, grâce au roi Arthur, et elles sont remplies de haine. C'est ce que l'on voit lorsque les chevaliers de Lyon tentent d'attaquer. Mais Galan ne se contente pas de fendre le village en 2 d'un seul coup, il commet aussi un massacre en un instant. Cependant, il semble ignorer la raison pour laquelle ils sont de retour dans ce monde. En tout cas, pendant que tout cela se passe, Méliodas est déjà au courant de la situation. Des manœuvres. Car, comme le dit Gilles, il est très probable que ces types ne soient qu'une diversion pour quelque chose de bien plus complexe. Il conclut que leur bien le plus précieux actuellement est la clairvoyance de Bartra. Et ils doivent le protéger. Mais si Méliodas s'en va, qui protégera le peuple si ce ne sont pas les péchés capitaux? Une solution qui lui paraît évidente, et c'est que les cavaliers ressentent la puissance, et même s'ils ont peur, ils savent qu'ils doivent affronter ce danger si monstrueux. Alors ils se téléportent sur place. Même si l'ennemi attendait ses rivaux, il tombe sur des enfants peu impressionnants. Mais en observant mieux, il remarque que la fille musclée détient le pouvoir du soleil. C'est un personnage que Galan connaît très bien, et Tristan détient l'obscurité et la lumière des parents les plus puissants. En plus, Lancelot apparaît, ce qui était déjà assez évident, mais on nous confirme qu'il concentre le pouvoir de ses parents. La fée et le renard, et puis, Percival. Ainsi, les 4 chevaliers réunis sont quelque chose de dangereux, ce qu'Arthur observe aussi de loin. Et même s'ils ne sont pas imposants, le roi sombre connaît leur potentiel. Cela dit, il est surpris que sa propre nièce soit la femme de l'équipe, car c'est en gros sa famille contre lui. Cependant, cela semble être une situation amusante pour le type, qui décide maintenant de visiter lui-même la ville pour voir le niveau qu'il y a. Et c'est ainsi que nous commençons un combat. Tristan enchaîne des coups rapides, ne battant que les 2 membres les plus lents de l'équipe.
Mais Tristan, qui a réussi à l'esquiver, doit affronter Mélascula et Lancelot contre Galan. Mais Gagwaine, qui semblait avoir reçu le coup, s'interpose car il veut en faire son propre combat. Et au début, aucun des coups de l'ennemi ne lui fait de mal. Pendant ce temps, Tristan, assez sous-estimé, décide d'utiliser le pouvoir de sa mère, ce qui prouve que les nains ne sont pas si faibles. Même Percival, la magie commence à surcharger, tandis que Gagwaine est dépassé. Ses attaques étant inefficaces, Galan en profite pour la punir sans l'attaquer directement. Ici, le violet semble souffrir, car les souvenirs de son passé et ce qu'Arthur lui a implanté lui détruisent un peu la tête. C'est curieux, mais ça ne dure pas longtemps. Malgré tout, c'est assez de temps pour que Gagwaine retrouve sa forme. Et avant de continuer à recevoir des coups, il répond avec sa dague, qu'il peut combiner avec sa capacité de téléportation, réussissant à blesser l'ennemi, mais surtout à le couper en plein milieu. Même avec la confiance de la jeune fille, il est clair qu'il ne mourrait pas facilement. Cependant, avant que ses fibres ne puissent se régénérer, l'une des marionnettes inoffensives de Perceval apparaît pour lui exploser le corps avec une telle force et magie qu'il retrouve sa forme originale, ce qui est plus important qu'il n'y paraît. Pendant que Tristan passe un très mauvais moment, car son pouvoir n'est pas suffisant et il se sent offensé d'être sous-estimé pour cela, de ne pas être à la hauteur de ses parents, il sait que c'est vrai et il trouve ça génial parce qu'il les admire énormément. Et c'est justement à ce moment-là qu'ils sont interrompus par une fée inconnue qui finit par tromper Mélascula. En utilisant ses pensées, elle découvre que son compagnon, celui qui s'est échappé au début, se dirige vers le sous-sol du château. Il a réussi tout cela car cette petite créature n'est autre que Lancelot déguisé, qui, en plus, lui rappelle son passé. Des paroles qui le hantent. Commandement, c'est pourquoi la malédiction d'Arthur finit par la transformer en un serpent géant qui menace de détruire la ville, ce qui provoque la colère. Maintenant, si à Tristan, plutôt que de laisser ses compagnons être éliminés. Il active le pouvoir de son père, qu'il n'aime pas utiliser, mais avec lequel il détruit l'ennemi en un seul coup, et avec une présence incroyable. C'est pourquoi les deux commandements retournent à leur totem d'origine. Le renard doit vite rejoindre le château, car le véritable ennemi, bien plus dangereux que tout ce qu'ils ont vu, est tout proche. Cependant, tandis que Perceval applaudit la grande puissance de Tristan, Gawain semble un peu jalouse, car elle a toujours pensé que Tristan était le plus faible des quatre. Et maintenant, elle ne se sent plus comme la numéro 1. L'albinos, humble, tente d'apaiser en disant qu'il n'a qu'une capacité temporaire. En fait, sa durée est très courte, et cela le laisse vraiment épuisé, ce avec quoi Perceval n'est pas vraiment d'accord. Mais quand il donne son avis, il apporte plus de problèmes qu'autre chose. Donc pour l'instant, l'important pour le nain, c'est de retrouver son équipe. On peut voir leur bonheur. En plus, ils peuvent voir que les chevaliers qu'ils aspiraient à devenir respectent autant Perceval que les autres cavaliers. Donc, en faisant une pause, nous passons au cachot de la ville, où les chevaliers de Tristan discutent. Car même s'ils sont amis d'enfance, comme nous l'avons vu il y a quelques chapitres, Lémo est soupçonné de trahir le royaume contre les cavaliers, et sa mauvaise aura évidente. Il a un objectif, se méfier de tout ce qui pourrait représenter un danger pour son chef respecté. Mais avant de savoir s'il est menteur ou non, un chevalier mystérieux apparaît, et d'après le style de son armure, il s'agit de quelque chose d'inconnu. Il parle en guerrier sage, laissant le duo paraître novice, bien qu'il soit clairement l'un des chevaliers d'Arthur. Ils engagent un combat où l'adversaire attaque d'abord, et ils bloquent une attaque. Cela leur donne une fausse confiance, pensant pouvoir le vaincre facilement, mais ils réalisent que même leurs invocations échouent. Ceci s'explique par la magie de glace de Zone du Chevalier, qui affaiblit tous ceux qui approchent. Donc pour l'instant, il est bien trop puissant pour qu'ils aient la moindre chance de se battre contre lui. Cependant, un invité inattendu apparaît avec sa magie de glace pour rétablir l'équilibre. Il s'agit en fait de la vice-commandante des chevaliers, Willa, probablement la femme la plus puissante parmi les rangs sacrés de Lyon, et qui est crainte de tous pour un pouvoir magique si immense qu'elle a pu brûler des centaines de démons lors de la dernière guerre sainte. Et, pour l'anecdote, elle a eu quelques histoires d'amour avec l'ivrogne Hauser. En fait, elle est ici sur ordre de Méliodas, car il soupçonnait que les commandements n'étaient qu'une diversion pour d'autres plans. Cependant, ce combat ne va pas être facile du tout, car le niveau des compétences est assez équilibré, et il semble qu'ils se connaissaient déjà auparavant. Ainsi, l'échange de coups commence à tout faire exploser autour d'eux.
offrant l'opportunité au chevalier de glace de porter le premier coup critique. Cependant, Willa, qui était plus attentive, finit non seulement par être plus rapide, mais aussi par lire les mouvements, ce qui lui permet littéralement de faire exploser l'armure de son adversaire, révélant ainsi le guerrier. En réalité, il s'agit d'une femme, et pas n'importe laquelle, la célèbre Jericho. Cette jeune fille que nous avons connue il y a de nombreuses années. Celle dont le frère s'est fait éliminer en un seul coup. Pour des raisons inconnues, c'est désormais la plus jolie des rangs d'Arthur. Fait important, elle a aussi été la maîtresse de Lancelot, donc quand on le lui rappelle, cela semble l'affecter un peu. Mais elle se ressaisit rapidement et profite de la magie de glace. Non seulement elle empêche Willa de récupérer son arme, mais elle parvient aussi à prendre l'avantage. Sa vieille amie tente juste de savoir ce qui s'est passé, pour comprendre son changement et pourquoi elle a rejoint les méchants malgré leur bonne relation. Surtout avec le plus jeune. Mais elle préfère ne pas répondre, elle choisit de se battre, et cette décision fait que la Pelinoire finit complètement gelée et sans beaucoup d'opportunités de gagner. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait jusqu'à l'apparition soudaine d'une flamme violette manifestement démoniaque. Mais cela s'explique, car c'était la seule fille présente lors de l'éruption de pouvoir démoniaque. Avant d'être soignée par Van, elle a gardé ses résidus de magie pour elle et les a intégrés à son propre corps. Jericho n'y prête pas attention et attaque avec ses pointes de cristal inefficaces face à la puissance et au contrôle de l'autre fille. Ainsi, il ne lui est pas du tout difficile de se déplacer à grande vitesse, réussissant à infliger une belle blessure au bras de son adversaire. Donc en termes de force, nous avons déjà une gagnante. Cependant, Jericho a encore des choses à cacher. En effet, quiconque parvient à la blesser finit par être contaminé par la malédiction de glace qui consume son corps petit à petit. Cependant, avant qu'elle ne puisse s'échapper, une voix familière retentit derrière les chevaliers. Il s'agit de Lancelot et de ses puissantes flèches, la seule personne que la maîtresse ne voulait absolument pas croiser. C'est pourquoi elle essaie de ne pas se battre et le menace avec la vie de la commandante, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Lancelot lui arrache la commandante des mains, en plus de détruire la partie la plus haute de son armure d'un seul coup. Jericho profite alors de cette occasion pour s'échapper, ce que Lancelot ne peut pas permettre, laissant les autres s'occuper des soins. Et sa maîtresse réussit à faire taire un allié qu'ils avaient enfermé. C'est alors que le renard arrive en quête de réponse. Pourquoi l'a-t-il abandonné et pourquoi est-il maintenant l'allié d'Arthur ? Cela nous donne un bon contexte, car lors d'un conflit important il y a 6 ans, Lancelot et sa maîtresse ont été enfermés dans une autre réalité pendant 3 ans de plus. Le renard, encore très jeune, était plus un fardeau pour sa maîtresse, mais elle ne l'a jamais perçu ainsi. La période la plus heureuse de sa vie, parce qu'elle l'aime littéralement, ce à quoi l'enfant répond qu'il l'aime aussi et qu'elle est une partie importante de la famille. Mais elle ne peut pas cacher que ce qu'elle ressent vraiment, c'est de l'amour pour Lancelot. Et elle le dit en expliquant précisément sa mauvaise humeur, sa fermeté, ses comportements. Elle aime tout chez lui, elle aime cet enfant comme un homme. Un sentiment qui s'est formé pendant les 3 années d'enfermement, mais cela reste un amour pour quelqu'un qui a 18 ans de moins qu'elle. C'est donc cette peur qui l'a poussée à s'éloigner, ce moment étant sa seule occasion de lui révéler la vérité, puisqu'on l'attend de l'autre côté. Une affirmation un peu étrange pour tout le monde, mais qui se résume au fait qu'Arthur lui a fait une promesse. Un monde où Lancelot ne pourrait aimer qu'elle seule, et c'est quelque chose qu'il protégera de toutes ses forces, même s'il doit affronter son véritable amour. Lancelot tente d'empêcher que le roi la trompe, mais la jeune fille refuse de l'écouter et finit par s'enfuir, laissant le renard frustré. Profiter de toute la nourriture qu'il peut. Cependant, les commandements ne sont pas encore terminés. Et sa relique finit par libérer, cette fois, une créature monstrueuse qui fusionne les deux êtres avec cette apparence grotesque. Les cavaliers n'ont donc plus d'autre choix que de se battre à nouveau. Cependant, lors de la première attaque, il semble être un ennemi bien plus résistant, capable même de lire sans difficulté la direction des attaques de Gawain. Cela devient donc extrêmement complexe, même pour Tristan, dont la magie est très puissante, mais il n'arrive pas à l'atteindre, c'est pourquoi Perceval décide d'attaquer en solo. Mais pour une raison ou une autre, il perd sa direction et ses attaques manquent de précision, si bien qu'il se fait attraper et tout le monde doit l'aider. Mais Gawain est plus que suffisant car en utilisant l'une de ses attaques maîtresse de feu, il parvient à faire en sorte que le sol sous l'ennemi le consume petit à petit. Pendant ce temps, Perceval est sauvé par Tristan et par Denis, qui, grâce à toute sa magie, parvient à contrôler la bête, qui en vérité finit assez blessé. Mais les deux héros aussi. Même Gawain, désormais sans magie, perd toutes ses caractéristiques physiques, ou enfin pas toutes, un peu comme un certain personnage.
Alors ils les mettent en sécurité pendant que Perceval et Tristan voient qu'est l'occasion d'attaquer, puisque la bête ne peut pas bien se déplacer. Cependant, en unissant leurs forces, ils semblent perdre le contrôle de leur corps et finissent par s'évanouir les uns les autres. Comme le reste des alliés, ont de la mobilité. Et c'est Naziens le seul qui reconnaît que tout ce qui se passe est dû au commandement. Cependant, pour l'instant, allons au château où la sécurité est renforcée, tandis que Méliodas apprend que Jéricho est avec Arthur. Même ainsi, malgré tout le chaos, il sait qu'ils doivent continuer à protéger Bartra, qui a à la cible de l'ennemi. En fait, de l'autre côté, Naziens commence à perdre sa mobilité. Mais avant de s'effondrer, un vieux médecin connu sous le nom du Grand Hendrickson apparaît. Il sait que ce qui affecte les guerriers est un poison produit par la bête, qui fait perdre aux victimes la notion de distance et de précision lors des attaques, expliquant ainsi pourquoi la bête a été si résistante. Heureusement, le médecin et Dreyfus ont compris la situation et sont arrivés à temps. Et c'est ici que Naziens, sachant qu'il s'agit d'une toxine, assimile un vaccin dans son corps et le diffuse sans problème à toutes les personnes touchées. C'est quelque chose d'incroyable pour Hendrickson, mais pas tant que ça pour la bête qui décide de réagir. Mais le vieux Dreyfus utilise son pouvoir qui, avec la grande détermination d'Isolde, pousse tous les chevaliers à puiser dans leur dernière force et à attaquer. Tout cela en soutien aux 4 cavaliers et à leur cause. Ils gagnent ainsi assez de temps pour que Naziens puisse soigner Perceval, qui reçoit une nouvelle évolution de son pouvoir, car ces Slims acquièrent une intelligence supérieure. Ils ont même une apparence différente, ce qui ne semble pas être une évolution agressive ou très puissante. Cependant, après que la bête ait anéanti la plupart des chevaliers déjà bien épuisés, les petites créatures les soignent instantanément, de blessures mortelles ou de graves maladies, comme le dos de Dreyfus. Ainsi, le démon, dans son désespoir, commence à attaquer les habitants de la ville qui s'envolent dans les airs. C'est Anka qui essaie de calmer la situation. Mais tous les guerriers sont déjà à bout de force et de magie, alors Percival apparaît pour attaquer à nouveau. Et même si au début il n'arrive pas à faire beaucoup de dégâts, ces slimes commencent à renforcer son aura, réussissant à percer l'armure de l'ennemi. Et comme ces créatures s'immolent volontairement, cela crée l'ouverture pour que le héros puisse enfin trancher l'ennemi. Il prouve ainsi à tous qu'il est possible de vaincre ces créatures, et encore plus avec le pouvoir du cavalier de la mort de son côté. Et c'est ainsi que nous arrivons au dernier épisode, qui, en guise d'avant-goût, est le meilleur de toute cette première saison de l'anime en live-action. Il a un très bon niveau, pénétrant même l'armure de l'ennemi et lui infligeant de grandes entailles. Mais sa force n'est pas suffisante pour causer des dégâts permanents. Malgré cela, le nain sent qu'il peut le vaincre. De plus, son pouvoir lui transmet constamment de la magie qui le place au niveau de grands et puissants rivaux, comme ceux dont lui parlait son grand-père. Cependant, la bête a encore quelques tours dans sa manche, comme la grande prison de Melascula. Isolde apparaît alors, et après avoir vu les exploits du protagoniste, elle a désormais plus confiance en son pouvoir. Cependant, la créature ne s'arrête pas, et attaque sans relâche avec de nombreuses mains. C'est un désavantage pour la fille qui combat depuis le sol, et Percival doit l'aider. Pendant qu'il la tient, cela lui donne l'impression de trahir Tristan. La bataille se complique, car Mégagalant en profite pour lancer un puissant rayon démoniaque auquel l'équipe échappe de justesse. Mais cela laisse la fille assez exposée, alors Percival l'accompagne avec ses slimes qui la protègent pendant un certain temps, mais les créatures commencent à être écrasées facilement. Cependant, Isolde décide de les utiliser de manière plus efficace, en les frappant et en les faisant exploser devant l'ennemi, qui perd au passage quelques bras. Malgré tout, la fille est assez malmenée, mais elle sait qu'elle ne peut pas abandonner tant que son bien-aimé est en danger. Alors Percival intervient dans la situation. Guerrera a tendu un piège à Mégagalan pour porter une bonne attaque à l'ennemi, qui serait mortelle pour n'importe qui. Mais cette créature totalement déformée complique tout. Ainsi, lorsque Percival pense qu'il est en train de gagner, il reçoit un bon coup de réalité dont il échappe de justesse. Et grâce à l'arrivée du reste de l'équipe. Surtout Isolde, qui poussée par sa détermination et surtout par son amour pour Tristan, devient plus forte et ses attaques aussi, donc l'ennemi. Mais cela ne dure pas, car la jeune fille perd aussitôt gravement blessée, même Dreyfus ne peut l'empêcher. Cependant, avant d'être écrasée des milliers de fois, une créature très rapide, la sauve. Il ne peut s'agir que de Tristan,
qui se désole que la jeune fille fasse autant de folie pour lui. Pendant ce temps, Mégagalan méprise le fait que le fils impur entre démon et dieu soit toujours en vie. Mais ici, avant qu'il ne puisse le faire disparaître, comme le dit cette bête, l'enfant met sa protégée en sécurité. Avec Hendrickson lui disant de demander de l'aide à Lancelot le plus vite possible, ce qui donne l'impression qu'il a besoin d'aide. Mais quand on voit pourquoi il active son mode démon, on se rend compte que Lancelot sera important. Oui, mais c'est pour que Tristan lui-même puisse revenir à la normale, car le combat devient littéralement un carnage, arrachant une partie de l'ennemi sans pitié. Même face aux cris de la difformité de Melascula, avec des impacts si puissants qu'ils ne peuvent même pas être esquivés, et avec une brutalité digne d'un démon. Quelque chose qui, bien que cela sauve des chevaliers et des héros du royaume, suscite une certaine peur, Gawain étant la seule à dire qu'elle pourrait le vaincre. Mais ici, Melascula invoque son dernier sort avec des mains de l'au-delà. Elles emportent tout ce qu'elles touchent, la plupart étant des cibles faciles. Tristan est-il suffisant pour que ses ennemis retournent dans leur clan rempli de peur? Ainsi, avec l'ennemi, la garde baissée. C'est le prince qui en profite et arrache le corps de la jeune fille, qui le supplie de ne pas la faire souffrir de cette manière. Mais cela lui est illégal? Pendant ce temps, ses parents, inquiets, savent que leur fils a activé le pouvoir qu'ils redoutaient et espèrent qu'il saura le contrôler. Méliodas est-il le plus confiant que cela va arriver? Et pendant ce temps, qu'en est-il de ce qu'il reste de Gawain? De même, l'enfant le maîtrise facilement, le transperçant plusieurs fois avec l'épée, à un point où cela devient du sadisme envers ces créatures qui se retrouvent sous de nombreuses formes, humiliées et sans que l'albinos n'ait l'intention de s'arrêter. C'est Perceval qui essaie de le calmer. Ce que la propre voix inconsciente et déformée de Tristan lui dit, c'est qu'il pourrait mourir s'il s'en mêle. Cependant, alors que toute la scène reste silencieuse, des applaudissements retentissent partout et nulle part à la fois. Et en effet, résonnant dans l'esprit de quiconque se trouve à Lyon, apparaît Arthur, émerveillé par la performance du cavalier, héritier de Méliodas, et qu'il l'avait sous-estimé dès le premier jour où il en avait entendu parler. Mais maintenant, en voyant l'œuvre d'art à laquelle il vient d'assister, il est plus que satisfait, créant à son tour, avec une force incroyable, des escaliers en pierre. Que Gawain, en tant que nièce du roi, comme déjà vu, sait que c'est très mauvais, tandis que la bande sonore monte et que les gens cherchent un abri. Il semble que ces marches relient la divinité au monde de ces simples mortels qui ne peuvent que rester là à admirer la grandeur qui se trouve devant eux. Pendant ce temps, une figure reconnue descend pour rencontrer les 4 jeunes destinés à détruire sa précieuse Camelot. Il voulait donc vérifier lui-même si cela est possible. Arthur Pendragon, le cerveau de tout cela, apparaît. Cela alarme les dirigeants de la ville, surtout Méliodas, qui, sachant ce qui va arriver, se prépare à apparaître sur place. Non seulement comme roi, mais surtout comme père. Ainsi, la situation devient de plus en plus tendue, laissant sentir l'approche d'un grand événement. Cela inclut non seulement tous les chevaliers d'Arthur sous forme de légion, mais aussi toutes les villes voisines qui peuvent ressentir la terreur d'un pouvoir aussi immense. Mais lorsque Perceval rencontre le chef de son père, il ne peut s'empêcher de se rappeler la raison de son combat. La vie de son grand-père, qui lui a été arrachée sur les ordres de cet enfant, et à cause de qui il l'a perdu. Tout cela le remplit de frustration et de colère. Il explose avec une attaque assez puissante. Mais selon les mots du roi, bien qu'il soit un cavalier important qu'il voulait rencontrer, ce n'est pas encore son moment. Il le frappe sans lever le petit doigt, dans une séquence épique qui laisse le nain complètement humilié et dans laquelle il n'est sauvé que par ses créatures. Car le véritable objectif d'Arthur est l'héritier de Méliodas, qui lui donne beaucoup d'attentes quant à ce dont il est capable. Pendant qu'il mentionne l'impureté de son sang. Provocation que Tristan accepte, attaquant sans réfléchir. Et là, une fois de plus, le roi, avec une grande prestance, ne bouge même pas pour esquiver. Simplement l'aura de son pouvoir inflige une grande blessure à l'albinos, qui finit très mal, donc c'est lui qui impose la pression. Un jeune homme qui, il n'y a pas si longtemps, n'était qu'un simple chevalier. Malgré cela, les autres décident de ne pas hésiter et en profitent pour attaquer. Pendant ce temps, Arthur, dans une séquence au ralenti mais sans broncher, montre tout ce qui l'entoure, sa puissance. Et cela fait que tous ceux qui sont proches obéissent à ses ordres et se prosternent devant lui. Il nous laisse avec quelques mots simples, disant que tous ceux qui se nourrissent du pouvoir du mal seront vaincus dans une fin épique pour cette première saison de l'anime. Il ne peut pas laisser le suspense plus haut pour cette guerre que nous pourrons apprécier dans la suite. Heureusement, à titre d'information, la 2e saison est déjà officiellement confirmée.
Et très probablement, d'après ce que j'ai vu, elle commencera sa diffusion en octobre de cette année. Avec le destin de tous les protagonistes que nous avons connus, et de ce monde qui me plaît vraiment. Et j'espère qu'il vous plaît aussi. Et d'après ce que j'ai vu, il a été plutôt bien accueilli. Enfin, j'aimerais donner mon avis sur cet épisode et expliquer pourquoi je pense qu'il est à la hauteur. En fait, il y a même certains aspects que j'ai préférés par rapport au premier épisode de la saison, car j'ai senti que cet épisode s'est beaucoup éloigné de l'essence habituelle que la série avait apportée dans les 5 derniers épisodes. Parce que cette fin, pas seulement pour l'animation, où l'on voit qu'ils ont utilisé le reste du budget. Pour des séquences comme la présentation d'Arthur, mais aussi parce que l'ambiance et la bande sonore complètent vraiment bien cette fin. On le retrouve, par exemple, avec les effets sonores des éclairs, des pas ou ces applaudissements qui te font ressentir la pression de ce qui se passe. On ressent vraiment l'épique et la crainte de l'arrivée d'un personnage qu'on a vu depuis la moitié de la série, mais jamais comme maintenant, jamais comme dans cette fin. C'est pourquoi je pense que, tout comme le premier épisode, il transmet la fraîcheur de ce manga adapté en anime, qui te plonge dans l'atmosphère oppressante de ce qui se passe et de ce qui va arriver. Un épisode incroyable qui condense tout ce que nous avons vécu depuis le premier épisode. Et qui franchement, même avec ses baisses d'animation, parce qu'à partir de la moitié, on en souffre un peu, elle me laisse une bonne impression de la série, imparfaite, mais vraiment agréable à regarder. Espérons qu'ils prendront le temps de proposer une suite avec la même qualité, voire meilleure que ce que nous avons vu pendant ces 24 épisodes. Et si vous vous demandez s'il vaut vraiment la peine de la regarder en entier et non en résumé, oui, je la recommande complète, on ressent vraiment la fraîcheur de son histoire. On se demande si ce sera identique à la série originale. Pour info, à tous ceux qui me demandent en commentaire, elle n'est pas encore complète sur Netflix. C'est parce que cette entreprise s'occupe d'abord de faire doubler la série en version latino, pour que ce soit plus facile pour ceux qui n'arrivent pas à lire et regarder en même temps. Donc pour l'instant, il ne nous reste plus qu'à attendre cela, et la deuxième saison, qui avec cette fin, me donne beaucoup d'attentes. Sur les visages. Alors, un grand merci de m'avoir accompagné pendant ce semestre de diffusion. Vous êtes les meilleurs et on se retrouvera avec le retour des 4 cavaliers de l'Apocalypse en octobre sur cette chaîne. On se reverra avec le prochain résumé épique d'une série. Et souvenez-vous, comme l'a dit mon père, je vous abandonne. Ne manquez pas.